C'est Attends, vraiment... excuse-moi, je suis désolée, mais je vais absolument lui donner des croquettes parce que sinon elle va pas Ça, arrêter de miauler. ça marche. Je suis désolée. Petite pause pour le Attends, chat. attends. Vas-y, elle va faire coucou pour se faire pardonner. Voilà. Coucou le chat. Ça, c'est Allez, l'objet défends, défends, marketing tu veux des des tueurs. croquettes. C'est tellement ça. Ouais, c'est fou parce que tu vois, juste quand tu as dit ça, moi, il y a toujours la petite fille à l'intérieur de moi quand j'entends des trucs comme ça, qui a les yeux émerveillés en mode mais c'est trop bien en fait. C'est Et j'ai ça. remarqué que bah, le fait d'avancer étape par étape, c'est comme si ça grignotait le syndrome de l'imposteur au fur et à mesure, tu vois, le fait de dire bah, j'ai réussi à faire une vidéo, yes, j'ai réussi à faire deux vidéos, cool. C'est vrai que tu vois, quand je regardais des trucs et que je me disais, ah, il faudrait que j'applique ça et tout, et que j'essayais de faire un plan, machin, en suivant les conseils marketing, j'avais pas trop d'enthousiasme, tu vois. J'étais là en mode de, faut le faire, mais j'ai pas envie. Et bon, il y a des trucs dans la vie que tu dois faire même si t'as pas envie, genre ta déclaration d'impôt, tu vois. Oui, c'est ça. Tu vois, mais transmettre Mince. quelque chose, pas juste dire bah aujourd'hui j'ai fait ça, j'ai mangé des brocolis, et, tu vois, j'ai écrit 300 mots. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Je pense qu'au bout C'est de ça. 300 épisodes comme ça, c'est mort. Même moi, je me flingue, c'est pas possible. Et ouais, j'ai vécu, franchement, je pense que je devais avoir 9 10 ans quand j'ai eu l'électricité à la maison. Donc, j'ai vécu vraiment toute mon enfance sans électricité, quoi. Ça veut dire pas de frigidaire, pas d'eau chaude, pas de lumière, enfin, c'est pas de télé. Tu vois, par exemple, il y a des épisodes de podcast que j'ai enregistrés et je me suis dit, je peux pas publier ça. Je suis beaucoup trop vulnérable, c'est pas possible. Tu vois, enfin, il y a eu plein de moments comme ça où franchement, j'étais à deux doigts de pas le publier. Il y a des épisodes que j'ai pas publiés d'ailleurs, ou des sujets dont je voulais parler, ce genre de trucs. Et quand je l'ai fait, à chaque fois, mais vraiment à chaque fois, c'est des épisodes où j'ai reçu le plus de retours de gens qui m'envoyaient des messages sur Instagram ou par mail, tu vois, et qui me disaient, mais merci d'avoir parlé de ça parce que je vis ça en ce moment et en fait, bah, ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui vit la même chose, c'est rassurant. Bon, ben, c'est parti alors. Elodie Loret, Yes. premier épisode du Making of. Donc, le Making of, c'est les coulisses de l'auto-édition. Et puis, je vais inviter des auteurs auto-édités à vous présenter leur parcours, un peu leur stratégie, et puis bah, comment eux-mêmes arrivent à publier leurs livres et à peut-être gagner leur vie très bien pour certains. Et aujourd'hui, c'est Elodie Laurette que je connais depuis un certain temps. Bonjour Elodie Laurette. C'est Laurette d'ailleurs, à chaque fois j'oublie Laurette, Laurette, Ouais, Laurette, on Laurette. prononce le petit T final. On prononce le... C'est le problème, tu sais, à chaque fois des noms. Moi, c'est pareil, les gens me disent Pingolt ou Pingot ou Donc, toi, c'est comment? Moi aussi, pareil, à chaque fois, je me repose la question. Pingo, Pingo. Pingo. Ok, Ouais, c'est Pingo. ça. Pingo. Ah là là. Donc nous, ouais, ça fait un bout de temps qu'on se connaît, hein, Elodie. Je 2019, crois je crois. 2019, ouais, c'est ça. Et toi, tu commençais tout juste à lancer ta chaîne, abonné à mes emails, et on s'envoie un Oui. petit email comme ça. Tu peux nous raconter l'histoire, je trouve que c'est assez rigolo. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Donc moi, j'avais lancé ma chaîne YouTube il y avait pas trop longtemps. Et du coup, j'avais pas forcément non plus énormément d'abonnés. Ça prenait du temps aussi à démarrer, à décoller. C'est un peu désespérant aussi quand tu commences YouTube. Bah, toi, tu as vu un peu aussi que tu as commencé Moi, YouTube, tu c'est... as vu commencer. C'est assez ingrat en fait. C'est pas évident. Ça demande beaucoup de boulot. Donc moi, je publiais une vidéo par semaine tous les mercredis. J'avais une liste de vidéos faite depuis 6 mois, tu vois. Enfin, vraiment. Et je me suis abonnée à ta newsletter. D'ailleurs, je ne sais pas si je t'ai dit via qui, via Tiffaine Le Vilain. Voilà. J'avais regardé son blog et elle mettait les amis du blog ou je sais pas, tu vois, elle suggérait des ressources. Et du coup, j'ai vu Fourmi Story, je me suis dit, tiens, c'est rigolo. Le nom, il m'a attiré, donc je suis allée cliquer, j'ai vu deux, trois articles, j'ai vu une newsletter. Il faut savoir que en vrai, je m'abonne très rarement à des newsletters. C'est vraiment genre, c'est pas un truc que je faisais de base. Aujourd'hui, ça change un peu, mais à l'époque, tu vois, je m'abonnais à presque aucune newsletter. Et toi, je me suis abonnée à ta newsletter direct. Je me suis dit, ah, ça a l'air cool et tout.
Et du coup, pendant une semaine, en plus, c'était une semaine, je crois, où tu étais en vacances, donc j'ai dû recevoir un email. Et puis après, il n'y a plus rien eu pendant une semaine. Je me suis dit, oh, bah, c'est dommage, hein. Le mail Et par puis, jour, il est où? quand tu as repris les emails, tu annonces que tu vas lancer ta chaîne YouTube. Et là, je me dis, merde, j'ai eu ce sentiment hyper genre de protection envers mon petit bébé de chaîne YouTube. Et je me suis dit, oh là là, non, ça fait de la concurrence, c'est horrible. Enfin, j'étais hyper dans mon syndrome de l'imposteur, dans mon truc de comparaison à fond. Et du coup, c'est vrai que j'ai d'abord pris ça comme ça. Et ensuite, je me suis dit, non, mais c'est bête de penser comme ça et c'est trop dommage. Et du coup, bah, je t'ai envoyé un mail et je t'ai dit, si tu as besoin de conseils, n'hésite pas. C'est Donc ça. maintenant, ouais. Finalement, j'ai dû lancer ma première vidéo peut-être même presque un an après, tellement j'avais pas le temps de lancer le truc. Donc finalement, le syndrome de l'imposteur, il servait un peu à rien, mais on a tous ce syndrome. D'ailleurs, toi, tu l'as vécu beaucoup à tes débuts. Est-ce que tu l'as encore? Et peut-être tu peux donner quelques conseils pour les gens qui ont ce syndrome. Moi, je l'ai eu beaucoup aussi, et c'est quelque chose d'assez normal finalement. Ouais, c'est vrai. Bah, au début, surtout quand tu sais pas trop ce que tu fais, quand tu sais pas où tu mets les pieds, quand t'as pas de compétences et de connaissances, c'est un peu, enfin, je pense que c'est assez normal en fait de- d'avoir peur, d'appréhender. Tu vois, moi, quand je me suis lancée sur YouTube, j'avais jamais fait de montage de ma vie, j'avais jamais enfin, tenu une caméra vite fait. J'ai fait option ciné quand j'étais au lycée, quoi, mais j'étais plus côté scénario que côté caméra, tu vois. Et du coup, forcément, c'est vachement stressant. Aujourd'hui, syndrome de l'imposteur, je l'ai encore, mais pour des trucs où c'est justement la première fois que je fais les choses, par exemple, tu vois, où je me sens pas en confiance, où j'ai l'impression de ne pas avoir les compétences, etc. Souvent, ça me le refait, en fait. Et j'ai remarqué que bah, le fait d'avancer étape par étape, c'est comme si ça grignotait le syndrome de l'imposteur au fur et à mesure, tu vois, le fait de dire, bah, j'ai réussi à faire une vidéo, yes, j'ai réussi à faire 2 vidéos, cool. Les résultats extérieurs, tu vois, aussi, ça aide à combattre un peu ce syndrome de l'imposteur. Mais, euh, mais c'est vrai que, tu vois, par exemple, j'ai commencé le théâtre il y a pratiquement un an maintenant. Et du coup, j'ai été embauchée dans une compagnie, je suis comédienne conteuse. Et après 3, 4 mois de répétition, tu vois, il y a la costumière qui arrive, qui vient faire les costumes, etc. Donc, on lui montre un bout du spectacle. Et puis, en fait, dans le spectacle, si tu veux, je suis dans une espèce de boîte. Donc, j'ai une robe qui sort d'une boîte, mais c'est une boîte géante, ça s'appelle la boîte à rêve, donc c'est géant. Et donc, je suis sur un tabouret à l'intérieur de la boîte, et donc je suis hyper grande, en fait. Et donc, la costumière, elle prend mes mesures et tout. Et puis, elle commence à me demander, ça fait combien de temps que je suis comédienne? Elle me dit, ah, tu joues trop bien. Tu vois, elle commence à me faire des compliments comme ça. Et moi, j'étais rouge parce que je me Mhm. suis dit, mais non, non, je ne suis pas comédienne, en fait. Moi, tu vois, pour le coup, là, j'ai vraiment senti le syndrome de l'imposteur puissance 10 000 en mode, mais non, je ne suis pas une comédienne. Je suis une imposture. Quand est-ce qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont choisi la mauvaise personne? Et finalement, bah, elle qui est professionnelle, elle a trouvé que bah, tu tiens la route. Donc finalement, c'est aussi au travers du regard de cette personne que tu t'es dit, bon, bah, peut-être finalement, pourquoi pas, c'est ça? Ben, en fait, elle connaissait pas mon parcours, comme c'était la costumière, tu vois, elle connaissait pas mon parcours. Et quand elle m'a demandé, ça faisait combien de temps que j'étais comédienne et que je lui ai dit 3 mois, elle m'a regardé avec des yeux comme ça, en mode, mais non, c'est pas possible, c'est trop bien, tu joues trop bien. Enfin, tu vois, et du coup, le fait qu'elle m'ait prise pour une vraie comédienne, alors que moi-même, je ne me prenais pas du tout pour une comédienne, ça a été aussi un peu ouais, une espèce de miroir déformant où je me suis vue à travers ses yeux, en fait. Et il y avait un décalage énorme. Encore aujourd'hui, tu vois, j'ai du mal avec ça, pour le coup. YouTube, tout ça, ça va mieux. Mais le fait d'être comédienne, ça fait moins d'un an. Donc forcément, Ouais, c'est c'est ça. encore très instable, quoi. Ouais. Donc en fait, ouais, moi je pense que c'est aussi un peu ça, c'est que dès que tu démarres quelque chose de nouveau, tu as un peu l'impression de pas justifier tes compétences, tu vois, tu as un peu peur de t'y mettre, t'as, bah, t'as peur d'être jugé aussi finalement, mais
petit à petit, si tu poses des jalons, comme tu dis, étape par étape, c'est assez simple d'y arriver, quoi. Je pense que, Ouais. mais effectivement, à mon sens, il faudrait peut-être se dire, oui, je pose une toute petite étape, peut-être une habitude quotidienne ou quelque chose comme ça, et puis après, petit à petit avance. Qu'est-ce que tu penses, toi, tu vois, de juste faire un tout petit pas chaque jour, J'avais dit, les chiens, ils vont les chiens aboyer. et les motos? Donc, qu'est-ce que je pense de prendre des petites habitudes? Ouais. Ouais, je souriais parce que je sais que tu es un adepte des trucs quotidiens. Et moi aussi, un peu. Je pense que c'est un des meilleurs moyens aussi de dédramatiser le processus, en fait, quoi que ce soit, tu vois. Parce que c'est vrai que ça soit les vidéos YouTube, je ne faisais pas une fois par jour, mais quand même, le fait de faire une vidéo par semaine, eh ben, tu es obligé de t'améliorer. Enfin, je passais vachement de temps quand même sur les vidéos. Alors, c'est pas des vidéos hyper qualitatives, tu vois, mais il y a ça. Et pareil pour le podcast, ou avec les mails et blogs, tu me disais qu'aussi au début, tu avais du mal à écrire les mails et blogs, non? Ouais, ouais, c'est un peu bah, comme je pense quand tu commences quelque chose. C'est un peu difficile et puis du coup, plus tu le fais, plus tu es assez régulier, tu vois, même si il y a des fois c'est bien, il y a des fois c'est moins bien, il y a des fois tu as envie de te cacher parce que tu te dis c'est quoi le truc que j'ai pondu là, mais bon, tu le fais et puis tu le mets quand même et puis voilà, je pense que les gens sont aussi tolérants en se disant que si c'est quelque chose que tu fais au quotidien, tu vois, tu peux pas être bon tous les jours et tu peux pas produire la même qualité un jour où tu es inspiré, un jour où tu ne l'es pas. C'est vrai que la contrainte euh, dans le temps extérieur, c'est un truc qui est hyper intéressant, tu vois. Le fait que, par exemple, toi, tu publies justement une newsletter par jour, enfin, que tu publiais Publier, oui. autrefois, une newsletter par jour, t'as un objectif clair, précis, donc tu sais, que quand tu te lèves le matin, tu sais que de toute façon, il faut que ça soit fait, en fait. C'est comme, comme tu dis, tu vois, c'est comme se brosser les dents, c'est comme prendre sa douche, manger, enfin, ça devient un peu un truc à faire. Et du coup, tu n'as plus non plus comment dire ça? Ce truc qui te consomme énormément d'énergie dans l'incertitude et dans le questionnement et dans est-ce qu'il faut, enfin, cette résistance en fait, Mhm. qui quand même provoque énormément de consommation d'énergie. Et je pense que c'est aussi dans cette résistance-là qu'il y a le syndrome de l'imposteur. Et donc forcément, quand tu te dis bah, il faut que je le fasse et que c'est comme ça, c'est pas autrement, tu laisses vachement moins de place au syndrome de l'imposteur parce qu'en fait, bah, tu n'as pas le choix. Et Ouais, donc la question se pose beaucoup moins, tu vois. c'est ça. Peut-être aussi il y a quelque chose qui est lié à un peu au perfectionnisme dedans, parce que tu sais, si tu te dis bah, je vais publier un article par semaine ou un article toutes les 2 semaines ou un article par mois ou une vidéo par mois, etc., tu te dis bon, bah, si je fais ça qu'une fois par mois, il faut vraiment que ce soit qualitatif, il faut vraiment que tu vois, j'apporte énormément de valeur, faut que donc, du coup, tu complexes un petit peu, je pense, sur la qualité, alors que finalement, si tu fais au quotidien, c'est plus la quantité que la qualité qui va primer au début, ou peut-être même pas forcément quotidien, mais peut-être 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine. Et donc, du coup, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que bah, plus tu publies, plus tu progresses, en fait. Et donc, bah, plus le switch se fait entre la qualité et la quantité, puis finalement, c'est pas forcément quelque chose d'incompatible. Je sais pas ce que tu en penses, toi, mais... Ouais, je suis tout à fait d'accord. Bah, du coup, tu sais, moi, c'était plus le format audio que j'ai fait quotidiennement, donc le Mhm. podcast. Pareil que toi, aujourd'hui, je le fais plus quotidiennement, je continue à le publier, mais pas quotidiennement. Et, euh, et c'est vrai qu'au début, eh ben, je me disais, mais je vais jamais y arriver, ça va être super dur, euh, ça va intéresser personne, je suis pas douée pour faire ça. Enfin, tous les trucs de syndrome de l'imposteur, tu vois. Et le fait de le faire quotidiennement, bon, après, quasi quotidiennement, je ne le faisais pas le week-end, mais c'est quand même 5 fois par semaine, quand même. Quotidiennement, comme ça, effectivement, tu t'améliores dans la construction, dans le format.
peu importe le format que tu emploies, en fait, parce que tu connais un peu le processus et comme tu t'es déjà passé plein de fois, et ben, il est vachement plus simple, en fait, à reproduire. Tu vois, un exemple. Par exemple, pour le podcast, et je pense que c'est pareil pour le Maily Blog, euh, il y a un truc qui inquiète souvent les gens quand tu fais un truc quotidien, c'est bah, au bout d'un moment, tu vas plus avoir d'idées, en fait, ou tu vas plus savoir de quoi parler, tu vois, où il y a cette angoisse un peu quand tu fais un contenu quotidien. Et, euh, et c'est vrai que moi aussi, j'avais peur de ça, tu vois, j'avais peur de me répéter, j'avais peur de redire tout le temps la même chose. En plus, bah, quand tu suis quelqu'un qui écrit, bah, t'écris, quoi. Enfin, je sais pas, c'est un peu... C'est ça? Euh, mais en fait, tu trouves toujours des trucs à dire parce que comme tu es en réflexion permanente, il y a toujours un truc en tâche de fond qui sait que tu dois produire un contenu pour le lendemain, le surlendemain, si tu binge, écris ou enregistres. Il y a toujours un petit truc à l'intérieur de toi qui va être aux aguets. Et donc, quand il va se passer un truc dans la journée, tu vas directement le connecter à comment tu pourrais en parler dans ton podcast, dans ta newsletter, dans une Mhm. vidéo. Et du coup, le focus de l'attention, il est tout le temps placé là-dessus. Et forcément, bah, ça entretient la machine et du coup, tu continues à l'alimenter, quoi. Et ça, je trouve ça vachement intéressant aussi. Ouais, c'est ça, parce que souvent on a peur, effectivement, même je pense à ceux qui écrivent juste des livres, à se dire, mais est-ce que je vais trouver une idée pour le prochain? Déjà, tu sais, cette peur-là, elle existe même quand tu produis qu'un contenu chaque année, tu vois. Donc, Oui, c'est vrai. mais en fait, effectivement, la créativité, c'est un muscle pour moi, tu sais, c'est que forcément, plus tu le fais travailler, plus il va se développer et plus tu vas faire des connexions entre les choses. Après, je sais pas, toi, je pense que tu bosses beaucoup à l'instinct par rapport aussi à ce qui se passe dans ta journée. Tu parles un peu de lien entre ton quotidien, ce que tu écris dans ton livre, ce qui se passe dans ta vie de créatrice, etc. Et, euh, et je pense que ça, c'est beaucoup de contenu qui apporte de la valeur finalement à l'audience. Et est-ce que tu penses que c'est en partie ça qui a permis de te faire connaître et bah, d'augmenter petit à petit ta visibilité et ton audience? Euh, ouais, il y a eu deux phases. Il y a eu la première phase YouTube où c'était plutôt des conseils, tu vois, hyper, bah, genre des conseils, quoi. Un, deux, trois, presque, tu vois, comment, ou, enfin, voilà. Et le podcast était vraiment une autre démarche parce que j'avais envie d'embarquer les gens dans le processus parce que c'est jamais comme on dit dans les conseils d'écriture. Oui, c'est hyper utile d'avoir des conseils, mais dans les faits, ça se passe pas comme ça quand tu es face à ton manuscrit et on le vit tous, on l'expérimente tous. Donc, je pense que c'est hyper important aussi d'avoir des retours d'expérience et le fait de le faire en temps réel, c'était important pour moi. Je pense que, comme tu dis, je connectais des trucs, mais encore une fois, le fait de le faire quotidiennement, j'ai commencé à mettre en place un processus. C'est-à-dire qu'au début de la journée, en commençant mon podcast, parce il faut qu'il y ait une cohérence quand même, tu vois, il faut qu'il y ait une logique, il faut que le podcast se tienne, que bah, au sein d'un épisode, les gens qui écoutent, ils en retirent des choses aussi, tu vois. Enfin, il y a quand même cette réflexion-là qui était faite. Et donc, ce que je faisais, c'est que en fonction de là où j'en étais dans mon processus, dans mon état mental, j'avais quand même une idée du thème que je voulais aborder dans la journée, tu vois. Et du coup, je construisais un peu mon épisode de podcast au fur et à mesure avec ce thème-là au centre, où j'explicitais un peu plus que ce que je vivais, enfin, parce qu'il y a plein de moments dans une journée. C'est comme ceux qui font des vlogs, en fait. Ils racontent une histoire et ils se focalisent sur un élément précis aussi, parce que sinon, c'est que des bouts de trucs mis bout à bout, tu vois. Donc, il y a aussi cette cohérence-là qui est importante, parce qu'il ne suffit pas juste de partager son expérience, je pense, pour que ça marche, pour que les gens accrochent. Il faut aussi transmettre, je ne sais pas, un message ou une connaissance. C'est pas forcément toujours un message ou un conseil, tu vois, mais transmettre quelque chose, pas juste dire bah aujourd'hui j'ai fait ça, j'ai mangé des brocolis, et, tu vois, j'ai écrit 300 mots. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Je pense qu'au bout C'est de ça. 300 épisodes comme ça, c'est mort. Même moi, je me flingue, c'est pas possible. Donc, je pense que ce qui a joué aussi, c'est le côté, c'est le mélange des deux, si tu veux bien. C'est le retour d'expérience et en même temps réflexion et recul sur ce que je vivais. Parce qu'il y a ça aussi, tu vois, tu peux pas juste te dire, bah, comme je te dis, deux fois actuellement, j'ai mangé ça, j'ai écrit tant, tu vois.
ah, j'ai mangé des brocolis, du coup, je me suis sentie vachement bien. Et comme j'ai mangé léger, bah, c'était vachement cool pour écrire. Donc, manger léger, tu vois, presque. Non, mais je caricature énormément, mais tu vois l'idée. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est assez intéressant en fait de raconter une histoire dans un contenu parce que finalement, apporter des conseils pour apporter des conseils, bah, il y a des millions de personnes qui font ça, tu vois, les trucs, bah, 7 conseils pour écrire, 7 astuces pour mieux vendre son livre, tu vois, enfin, il y a pas de... Au bout d'un moment, les conseils, tu les as entendus et revus 1000 fois, mais ce qui va faire le déclic et le fait que la personne va te retenir toi plutôt qu'une autre personne, c'est son passage à l'action. En fait, c'est le moment où en fait ça va faire un déclic dans sa tête, tu vois, et qu'elle elle va mettre en application ces 7 conseils. Donc effectivement, si tu ajoutes un peu de storytelling, une histoire derrière ça, et surtout une personnalité, je pense, c'est super important, tu vois, de créer un personnage aussi autour de son univers pour permettre, en fait, comme tu dis, un peu d'englober et que le message passe mieux, en fait. Mm. Ouais, c'est vrai. Mais après, tu vois, moi, alors, je vais mettre les deux pieds dans le plat. Là, parce qu'en ce moment, je réfléchis beaucoup, beaucoup à ça. Et encore plus après le sommet, là, vendre plus de livres, qui était d'ailleurs trop cool. Merci encore de m'avoir proposé de participer à ça. Et enfin, c'était assez ouf, en fait. C'était chouette, vraiment chouette. C'est vraiment cool, ouais. Et tu vois, toutes ces questions de marketing et tout, bah, je me rappelle déjà quand on commençait à discuter par mail tous les deux, je reviens de loin quand même parce que j'avais pas de newsletter et j'étais en mode la newsletter, c'est le mal. C'est ça. Donc, tu vois, j'ai longtemps été un peu gênée par cette histoire de marketing et tout ça, comme beaucoup d'artistes, je pense, tu vois. Dire les choses. Encore, je pense qu'aujourd'hui, ça commence à évoluer pas mal les mentalités, peut-être aussi parce que mon environnement est aussi fait de ces nouvelles personnes et de ces nouvelles réflexions. Mais du coup, j'ai longtemps eu du mal avec tous ces trucs de marketing, etc. Quand j'ai commencé à m'y mettre, je voyais souvent les mêmes conseils. Je voyais souvent les mêmes conseils qui revenaient, les mêmes méthodes, voilà, les trucs à mettre en place, etc. Et il y a plein de choses dans lesquelles je ne me reconnaissais pas. Et encore aujourd'hui, tu vois, il y a plein de trucs où je ne me reconnais pas. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai mis autant de temps à, à mettre les choses en place à ce niveau-là, parce que je ne trouvais pas un truc qui me ressemblait et qui me correspondait, en fait. J'avais beau, tu vois, j'ai suivi des formations, j'ai suivi des cours, j'ai regardé des vidéos et je prenais des notes et j'essayais d'appliquer les trucs, mais je sentais qu'il y avait une espèce de résistance intérieure de «Ah, je me sens pas à l'aise de faire ça», tu vois. Alors, d'un côté, j'essayais de déconstruire pas mal de trucs à l'intérieur parce que je sais aussi que le fait d'avoir des blocages psychologiques, ça aide pas forcément. Il y a une partie de travail à faire. Mais d'un autre côté, il y avait plein de choses qui, pour moi, ne semblaient pas justes et c'était pas aligné en fait avec qui j'étais, tu vois. Et donc, forcément, ben, ça, je pense que c'est important aussi de le dire. Forcément, du coup, les résultats, ils n'étaient pas forcément là parce que je faisais un truc sans vraiment y croire et sans comprendre et sans. Je comprenais, mais j'arrivais pas à m'identifier à ce que je faisais. Je sais pas comment dire. Tu vois. Ouais, t'étais pas aligné avec tes valeurs, quoi. Exactement, exactement. Et à partir du moment où j'ai commencé à switcher, et c'est encore en cours d'ailleurs pour pas mal de trucs, j'ai vu la différence en fait. Parce que du coup, j'ai assimilé l'outil et je me suis dit, mais comment moi, je peux l'utiliser pour que ça soit justement bah, en phase avec mes valeurs, tu vois. Le podcast, c'est un des premiers exemples en fait, parce que du coup, c'était un élément marketing hyper puissant, parce que j'ai emmené les gens avec moi dans le processus de l'écriture de mon bouquin tout le long du livre. Donc, franchement, je pense que la plupart de ceux qui ont écouté le podcast, ils ont acheté le bouquin. Et donc, tu vois, marketingment parlant, ça a super bien marché. Mais je ne l'ai pas fait que pour ça. Et je ne l'ai pas fait que dans cette optique-là, tu vois. Il y avait vraiment un truc aussi qui était, bah, j'avais vraiment envie de partager ce truc-là, j'avais vraiment envie de montrer l'expérience à l'intérieur et d'avoir cette espèce de journal de bord public, tu vois. Mm. Et je pense que c'est important de le dire parce qu'on voit beaucoup de contenu marketing, enfin quand tu commences à t'intéresser au marketing pour les auteurs, tu vois beaucoup de conseils,
Enfin, ouais, pas de règles de conduite, mais presque de comment il faudrait faire les choses pour que ça fonctionne, tu vois. Ouais, Et je un peu pense que, ouais, vas-y. par A plus B, ouais, tu sais, un peu les méthodes par A plus B. Je pense qu'il faut trouver un truc qui te correspond, en fait. Ouais, c'est ça, je pense que c'est intéressant ce que tu dis. Moi, j'ai pareil eu du mal, j'ai beaucoup bossé sur le marketing aussi. Peut-être dans mon marketing, je suis peut-être un peu plus agressif que toi, mais en fait, il faut vraiment que ça corresponde, comme tu dis, à ses propres valeurs, à son ressenti. Et ce qu'on a du mal à comprendre, en fait, souvent, quand on est artiste-auteur, je pense, c'est que la vente, même l'argent, c'est un peu quelque chose de négatif, même de tabou en fait. Et pourtant, vendre quelque chose que tu as fait avec ton cœur, avec plaisir, tu vois, tu n'écris pas ton bouquin pour faire de l'argent, quoi. Enfin, on n'est pas non plus des businessmen qui vendent un rouleau de papier toilette, tu vois. C'est pas juste pour faire de l'argent, Ouais. c'est pour partager notre idée, pour partager qui on est, ou si c'est de la fiction, peut-être pour divertir, etc. Et finalement, vendre, c'est apporter de la valeur à quelqu'un plus que ce que toi, tu vas en retirer. Et, euh, et pour ça, je pense que, comme tu dis, il faut pas oublier de travailler à l'enthousiasme, quoi. C'est pour moi un terme, enfin des mots que j'ai mis il y a pas longtemps sur ça. Et peut-être finalement, c'est aussi pour ça que je suis en train de ralentir avec le Meliblog, etc. C'est que euh, bah, au bout d'un moment, si tu sens que tu es embarqué un peu dans un système, une machine, un truc qui te convenait et qui te convient plus forcément et tu as envie d'explorer d'autres choses, etc., il faut aussi savoir s'écouter, quoi. Mettre le mot enthousiasme sur mon travail, en fait, moi, ça m'a beaucoup aidé. Je sais pas ce que tu en penses, toi, mais Ouais, carrément, je suis tout à fait, ouais, je suis carrément d'accord. C'est vrai que une bonne boussole pour savoir si tu es dans la bonne direction ou pas, quoi. Cette notion d'enthousiasme. Parce que c'est vrai que tu vois, quand je regardais des trucs et que je me disais, ah, il faudrait que j'applique ça et tout, et que j'essayais de faire un plan, machin, en suivant les conseils marketing, j'avais pas trop d'enthousiasme, tu vois. J'étais là en mode de, faut le faire, mais j'ai pas envie. Mais bon, il y a des trucs dans la vie que tu dois faire même si t'as pas envie, genre ta déclaration d'impôt, tu vois. ouais, c'est ça. Mince alors. Travaillant à l'enthousiasme en déclarant ses impôts. Mais c'est vrai que tu vois, à partir du moment où, effectivement, quand j'ai commencé à trouver un format et des trucs qui me convenaient mieux, à chaque fois, l'enthousiasme était là, c'est vrai. C'est vrai que c'est une espèce de boussole, en fait, qui est pas mal. Ouais, puis même, je pense que tu dis par exemple la fiche d'impôt, mais si vraiment ça te plaît pas et si tu as, tu vois, la phobie administrative, et moi, par exemple, je sais que c'est un truc qui me saoule et dès que j'aurai les moyens, je vais payer quelqu'un pour le faire à ma place, tu vois, et finalement, ça va pouvoir peut-être me dégager du temps pour faire d'autres trucs qui sont plus alignés avec moi-même et finalement, ouais, je pense que c'est important. Et toi, du coup, tu dirais comment tu as fait? Parce que finalement, le podcast au niveau marketing, ça a marché. Mais qu'est-ce que c'est le cheminement du lecteur un peu quand il arrive dans ton podcast, comment tu le fais arriver dans ton podcast et comment après tu arrives à lui vendre par quel chemin il passe, quelles étapes, comment tu arrives un peu à le fidéliser, à le faire rentrer dans ton univers et à faire en sorte qu'il achète ton livre à la fin parce que finalement tu partages tout ça gentiment et aussi d'un autre côté pour vendre ton livre. Ouais, alors ce que j'ai fait en tout début, c'est que, bah, pareil que toi, le fait de publier quotidiennement déjà, il y avait ce truc-là. Je publiais sur Instagram à chaque fois une story quand je faisais un nouvel épisode. Donc, il y avait un rendez-vous quotidien aussi, tu vois, tous les soirs à 18h, et ben, il y a un nouvel épisode de podcast. En plus, sans le vouloir, moi j'ai commencé ça en janvier 2020 et juste après, il y a eu le confinement. Donc, autant te dire que les gens, ils étaient en quête de distraction. Je pense que ça a contribué en fait, hein, clairement. Et du coup, ouais, je publie sur Instagram. Donc, soit les gens découvraient sur Instagram,
et du coup aller sur le podcast. Et une fois qu'ils étaient dans le podcast, et ben, il y avait cette espèce de rendez-vous quotidien en fait. Et dans la première saison, euh, qu'est-ce que j'allais dire un truc, j'ai oublié. Pour l'instant, j'ai pas encore refait ça, mais là, parce que je suis pas encore arrivée à là, mais je lisais des extraits déjà. Donc je lisais des extraits de ce que j'écrivais. Du coup, ça leur donnait déjà une idée un petit peu de l'écriture. Hmm. Donc voilà, il y avait ça. Après, ce que j'avais fait, mais que je fais plus parce que ça me prend trop de temps et franchement, j'ai la flemme. Peut-être un jour, si je peux déléguer ça à quelqu'un, je le ferai. Je republiais tous les épisodes de la semaine sur YouTube. Alors, je combinais tout, les 5 épisodes, et je publiais le week-end sur YouTube. Parce que c'était là où j'avais la plus grosse audience, en fait. Et du coup, les gens, ils ont commencé à écouter là-bas, tu vois. Et en fait, à un moment donné, quand j'ai arrêté de le faire, parce que franchement, j'avais plus le temps et ça me saoulait d'attendre l'exportation Republie. pendant 5 heures et demie. Donc, c'était pas tant le montage, c'était le temps d'exportation et mon ordi inutilisable pendant 6 heures, tu vois. Donc, c'était un peu galère. Et, euh, et du coup, bah, comme je publiais plus sur YouTube, les gens, ils avaient déjà pris l'habitude d'écouter. Donc, après, ils se sont passés directement sur le podcast. Hmm. Donc, il y a eu ces deux trucs-là. Et ce que j'ai rajouté, quand j'ai vu que j'ai commencé à atteindre un palier d'écoute, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de nouvelles personnes qui arrivaient, j'avais mes auditeurs, tu vois, réguliers, mais pas de nouvelles personnes. Attends que le chien finisse de parler. Ouf, ouf. Et du coup, quand je suis arrivée à un palier, je me suis dit, et aussi parce que j'avais envie de le faire, hein, encore une fois, enthousiasme qui va avec, j'ai commencé à faire venir des gens sur le podcast. Donc, à la base, j'avais fait des épisodes autour d'une thématique. Bah, d'ailleurs, je t'avais invité. C'était sur. Mhm. Je t'ai invité, non, oui. Ouais, un truc en Oui, amont. oui, oui, tu Je m'as crois. invité. Ah ouais, il y avait Jupiter aussi, Ouais, c'est ça. Christelle, je crois. Oui, il y J'ai avait oublié Christelle, ouais. qui. Ouais, c'était intéressant, ouais. Donc, ouais, c'était des épisodes thématiques. Donc, il y en a eu un sur l'auto-édition, il y en a eu un sur le fait de tenir un blog d'auteur. Et en fait, après 2 hors-série, je me suis rendu compte que c'était pas un format qui m'intéressait parce que j'avais pas les discussions avec les personnes. J'en renvoyais juste les questions, ils m'envoyaient les audios et je passais des heures à faire le montage. Donc, bof. Mais ça m'a ramené aussi des gens parce que du coup, les audiences des autres ont écouté leur série et après, bah, par curiosité, ils ont écouté un épisode et bah, il y en a qui ça a plu et qui sont restés, et puis il y en a, ça leur a pas plu, ils sont pas restés, et puis c'est pas grave. C'est ça. Et donc ça a bien marché aussi, tu vois. Ça a bien marché. Et après, bah, là, j'ai repris, mais j'ai tellement pas de temps que ça fait genre 2 mois que je dois monter l'épisode qu'on a enregistré ensemble, plus l'épisode d'une autre invitée. Mais, mais du coup, c'est plus dans ce format-là, en fait, discussion et tout. La première personne que j'ai invitée, c'était le Tropper, qui a Mhm. quand même une grosse audience sur YouTube. Et du coup, bah, déjà, pareil, hein. Là, tout d'un coup, le syndrome de l'imposteur est revenu. Je me suis dit, bon, bah, je vais pas lui envoyer un mail pour lui dire de venir à mon petit podcast. Là, le gars, il a je sais pas combien d'abonnés sur YouTube. Non. Et je me suis mis un coup de pied aux fesses. J'ai fait, ça suffit maintenant. Et je l'ai fait, il a accepté. C'était trop, trop bien. Franchement, je suis trop contente de cet épisode, tu vois. Et un autre conseil pour le syndrome de l'imposteur, je suis en train de penser à ça en même temps. Quand tu as une idée, tu le fais dans les 3 secondes qui arrivent. Genre, je réfléchis pas. Mhm. Je te dis, je vais faire ah punaise, j'aimerais bien avoir le trop peur de mon truc. T'envoies le mail direct. Tu laisses Hop. pas le temps à ton cerveau de faire genre ah voilà, voilà, là, non, ça fait trop peur. Sans mauvais jeu de mots, je pas fait exprès. Ça fait trop peur. Bien placé, oui. Pas fait exprès. Ah ouais, mais c'est vrai que je l'appelle la règle des 3 secondes, quoi. Il y a beaucoup de gens qui en parlent en développement personnel, mais effectivement, ça marche très bien. C'est de se dire, quand tu as une idée, tu l'appliques et tu vois les résultats, peu importe. Je sais pas, tu as une idée de lancer un podcast, tu n'attends pas 5 mois pour lancer ton podcast, tu le lances le lendemain et si c'est pourri, c'est pas grave, tu vois. Effectivement. Moi, c'est ce que j'ai fait pour le Mediblog, quoi. J'ai pensé à ce format et finalement, j'ai juste ouvert
Mailchimp, j'ai regardé un peu comment ça fonctionnait, j'ai installé deux, trois trucs, et puis peut-être 3 jours plus tard, c'était parti, quoi. Mais Ouais. moi, je pense que c'est un très bon conseil. Ouais. Et puis du coup, tu apprends en faisant, en fait. T'as pas le temps de... Parce qu'il y a un truc aussi, c'est que quand tu prévois à l'avance, par exemple, de lancer un projet, tu vois, que ce soit podcast, newsletter, chaîne YouTube et tout, si tu te laisses beaucoup de temps, tu vas avoir tendance à tellement mentaliser le truc que tu vas, un, en faire une montagne, forcément. Deux, réfléchir à toutes les connaissances et à toutes les compétences que tu n'as pas encore et qu'il faut que tu acquérisses avant de commencer. Et trois, le problème, c'est que entre ce que tu imagines et la réalité, il y a un fossé en fait. Et quand tu, des fois, tu perds 5 mois à faire avant de lancer un truc, et quand tu te lances, ben, il faut essayer de te préparer. Il y a des trucs que tu peux pas préparer tant que tu le fais pas en fait. C'est pour ça, je pense que le passage à l'action, c'est super important, en fait, de peut-être se former, tu vois, et dès que tu as appris une chose, tu l'appliques tout de suite avant de continuer la formation, tu vois, un peu faire en parallèle, mais ça, c'est important. Ouais. Et Écoute, peut-être je vais finir de résumer le parcours parce que je crois qu'on a laissé ça en plan et ouais, c'est pas ça. que ça soit frustrant. Donc, Paco Lecteur, Instagram podcast ou YouTube podcast et podcast livre. Parce que vraiment, je pense que, tu sais, les gens, je me suis rendu compte, moi, j'avais du mal à le réaliser en fait parce qu'il y a un côté un peu intangible, mais il y avait des centaines de gens qui m'écoutaient dans leur cuisine tous les soirs en faisant à manger, en fait. Donc, j'étais avec eux tous les jours. Et ils entendaient parler de mon livre tous les jours. Et c'est comme s'ils ont vu les personnages grandir, en fait. Ils ont vu l'histoire grandir. Et donc, ben, il y avait une espèce de suite logique. Que même moi, j'arrive. Enfin, c'était un truc que j'envisageais au début, mais même moi, je n'ai pas forcément réalisé Mhm. toute l'ampleur du truc et comment j'avais réussi à construire un truc finalement de briques et de braques, tu vois, et juste en faisant ce que j'avais envie de faire, en fait. C'est En ça qui m'écoutant un peu est, mon intuition, quoi. c'est ça qui est beau dans ton parcours parce que finalement, tu as fait ce qui te plaisait, tu es parti d'un format qui te donnait envie, tu as partagé en fait juste ton quotidien. Et finalement, moi, ce que j'ai retenu surtout de tes épisodes de podcast, j'ai pas eu le temps de tous les écouter, mais Bon, je comprends. euh, comme toi avec mes newsletters, je suppose, ou tu vois. C'est ça. Mais finalement, en fait, tu suis la personne et même quand tu loupes un épisode, tu es un peu frustré de pas l'avoir, donc tu y reviens. Et puis, c'est finalement surtout ce que j'ai retenu, moi, ton podcast, c'est que dedans, tu étais vrai. Donc, tu racontais, tu vois, tes doutes, tes problèmes, tes galères, et tu vois, tout ton parcours, les choses qui se passaient bien, etc. Et finalement, il y a je trouve beaucoup de personnes ou d'auteurs sur les réseaux sociaux en fait qui publient que ce qui se passe de bien dans leur vie. Et je sais pas, ça semble un peu faux et ça donne l'impression que c'est des personnages froids et de toute façon la vie c'est pas le pays des bisounours, tu vois. Tu, tu te doutes bien qu'il y a des problèmes, des choses qui se passent pas bien, et finalement, en parler, bah, ça aide les autres personnes aussi un peu à dédramatiser, et justement, d'ailleurs, à éviter ce syndrome de l'imposteur qui nous touche un peu tous, parce que finalement, on voit cette personne, par exemple, toi, je crois que tu as 4000 ou 5000 abonnés sur YouTube, ça peut paraître vraiment impressionnant pour certaines personnes. Et finalement, quand tu te compares, bah, tu te dis, ah, comment je vais faire pour arriver à avoir 5000 personnes moi aussi? Euh, ah, ouais, c'est ça. Je pense que du coup, rendre les choses un peu plus humaines en te disant que bah, c'était par étapes et que tu as eu des galères, ça peut aider beaucoup les gens. Ouais, carrément. Tu parlais, tu mettais en valeur le mot enthousiasme tout à l'heure. Moi, j'ai envie de mettre en lumière le mot vulnérabilité parce que je pense que c'est un truc qui est hyper important. Et tu vois, par exemple, il y a des épisodes de podcast que j'ai enregistrés et je me suis dit, je peux pas publier ça. Je suis beaucoup trop vulnérable, c'est pas possible. Tu vois, enfin, il y a eu plein de moments comme ça où
Franchement, j'étais à deux doigts de ne pas le publier. Il y a des épisodes que je n'ai pas publiés d'ailleurs, ou des sujets dont je voulais parler, ce genre de trucs. Et quand je l'ai fait, chaque fois, mais vraiment à chaque fois, c'est des épisodes où j'ai reçu le plus de retours de gens qui m'envoyaient des messages sur Instagram ou par mail, tu vois, et qui me disaient, mais merci d'avoir parlé de ça parce que je vis ça en ce moment et en fait, bah, ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui vit la même chose, c'est rassurant. Enfin, tu vois, plein de sujets différents en fait. Et je pense que Mhm. c'est tellement important, la vulnérabilité. C'est un truc qu'on a tendance à oublier. Après, je comprends que sur les réseaux sociaux et que sur Internet, c'est quelque chose qui est difficile. Franchement, c'est difficile. Et je pense que les gens, c'est pas qui veulent mentir ou que ce sont des menteurs, tu vois, en présentant leur meilleur jour, mais c'est comme si bah, tu vas à un premier rendez-vous, tu veux faire bonne impression, tu viens pas en pyjama, tu vois. C'est ça. Voilà, tu t'apprêtes un peu, quoi. Donc, je pense qu'il y a cette espèce de dimension-là. On veut essayer de se montrer sur son meilleur jour sur les réseaux, et donc on montre le côté un peu plus positif. Alors que bah, c'est aussi important de montrer les trucs moins cool et les trucs, les galères, quoi, parce qu'on passe tous par là. Et c'est ça aussi qui fait se connecter les gens. C'est pas juste les trucs positifs et bien. Après, je pense qu'il faut pas non plus se larmoyer, tu vois. Faut pas être dans le truc Ouais, de victimisation, autoflagellation, ce genre de truc. ouais, non, C'est, non. voilà. C'est accepter, ouais, je pense, accepter sa responsabilité dans ses échecs, dans ses problèmes, dans ce qui se passe dans sa vie, mais oser en parler pour montrer que bah, finalement, c'est pas tous les jours tout rose, quoi. Ah, je pense que c'est important. Mais du coup, ouais, tu parlais de chroniques et puis surtout d'interviews, et je trouve que ça, c'est quelque chose de très important parce que et finalement, c'est ce qu'on est en train de faire là, et c'est un très très bon moyen de développer son audience. Euh, Est-ce que toi, tu aurais d'autres types de contenus comme ça qui peuvent aider les auteurs à un peu créer une audience? Parce que finalement, c'est vrai que moi, par exemple, ça fait longtemps que j'ai pas publié de fiction. J'ai pas, enfin, j'ai fait des livres de non-fiction, donc je parle souvent de comment développer une audience, mais c'est un peu aussi parfois plus une audience d'auteur, une cible d'auteur, et c'est, je sais, une des grosses erreurs que j'ai fait de mon côté, je sais pas si tu es de cet avis-là, mais de parler à des auteurs quand j'ai commencé à publier de la fiction en partageant mon parcours d'écriture, en partageant bah, ce que j'apprenais en marketing, en vente ou en publication de livres. Et bah, finalement, ces auteurs, oui, ils vont peut-être acheter nos livres, mais c'est pas notre cible principale, c'est pas des lecteurs. Je sais que toi, par exemple, tu écris de la fantasy. Ceux qui te suivent, est-ce que tu penses que c'est des lecteurs de fantasy? Est-ce que tu penses que c'est plutôt d'autres auteurs qui écoutaient tes conseils d'écriture? Euh, Comment, en fait, L'audience, ouais. Mm. Ouais, Oui, carrément. Non, mais c'est vrai, hein. Moi, je sais que les gens, ils ont acheté pas tant. Enfin, je pense que le livre les intéressait quand même, mais ils ont acheté pour moi presque, tu vois. C'était, c'était pas tant le produit livre. Peut-être s'ils étaient passés dans une librairie et qu'ils auraient trouvé le livre, ils l'auraient pas acheté, mais parce qu'ils avaient suivi tout le parcours, parce qu'ils avaient envie de me soutenir, parce qu'ils aimaient ce que j'avais produit, ils ont acheté le livre. Donc, c'est vrai que c'est aussi comme toi, une audience d'auteur pour la plupart. Euh, c'est une question à laquelle je réfléchis aussi parce que j'ai conscience de ça et je vois la limite de ça aujourd'hui, tu vois. C'est vrai que mon audience, elle est principalement une audience d'auteur. Euh, je ne me suis pas encore vraiment construite d'audience de lecteur. D'ailleurs, je pense que j'ai, tu vois, les contenus sur le sommet de l'auto-édition et les trucs que vous avez commencé à partager aussi, enfin que certaines personnes ont partagé sur le groupe Facebook. Moi, ça me parle vachement en fait et du coup, je commence à réfléchir aussi à tout ça, euh, notamment via les livres effectivement que je peux lire et que j'aime bien et que genre, je vais me rapprocher. Euh, je me demandais si j'allais pas justement faire un peu des chroniques de bouquins. mhm.
peut-être reprendre, je sais pas si peut-être pas reprendre ma chaîne YouTube, je sais pas, hein, c'est vraiment en cours de réflexion et je sais pas trop sous quel format, mais en ce moment j'ai repris vachement la lecture et j'ai envie de parler des bouquins que je lis et des bouquins que j'aime, même si c'est pas forcément dans le même genre que ce que j'écris, mais au moins tu partages avec d'autres lecteurs aussi, tu vois. Mhm. Je pense que ça, c'est un truc qui peut être intéressant pour les auteurs qui ont envie de partager et de trouver une audience de lecteurs plutôt que d'auteurs. Ah, je pense que c'est pas mal. J'ai vu une autrice en auto-édition, comment elle s'appelle? Audrey Martinez, je sais pas si tu la connais. Ouais, ouais. Oui, elle était. Non, c'était pas Bah oui, Bachelier. elle était C'était. invitée au live avec Nathalie, mais finalement, elle n'a pas pu Voilà, venir. ok. Et ben Mais elle, par exemple, je sais que dans sa newsletter, tu vois, elle propose des nouvelles inédites. Et du mhm. coup, et ben c'est vrai que ça s'adresse plus à un public de lecteurs que d'auteurs, parce que elle propose un truc qu'elle a écrit en fait. Donc je pense que ça, c'est pas une mauvaise idée, c'est pas mal. Mais ouais, je sais franchement pas trop encore, hein. En cours de réflexion. Ouais. Mais c'est intéressant justement parce que bah, on parle d'Audrey, mais elle a aussi une chaîne YouTube de conseils, je crois. Oui. Je sais pas, j'ai pas approfondi exactement le cheminement de ses clients parce que je crois qu'elle a un peu comme toi aussi du coaching, conseil ou relecture, etc. Mais mais comment elle fait, par exemple, peut-être est-ce qu'elle a séparé ces deux audiences? Est-ce qu'elle a un blog spécial? Tu vois, par exemple, Jérôme Vialton qui était là pour Mhm. le sommet Vendre plus de livres, lui, il a son blog d'auteur, donc où il publie ses livres, et son blog, donc Écrire et être lu, où il partage ses conseils, tu vois. Et, moi, à l'époque, j'avais réfléchi du coup à séparer. Et Fourmi Story, au tout début, c'était justement adressé aux lecteurs. Et j'ai fait cette erreur de partager en fait mon parcours. Et finalement, bah, ça a très bien fonctionné. J'ai réussi à avoir une audience d'auteurs. Mais C'est pas c'était le genre pas d'idée. l'objectif. C'était pas l'idée de départ, tu vois. Et donc, du coup, bah, maintenant, j'ai mis un peu en pause l'écriture de fiction, mais je réfléchis aussi de ce côté-là. Tu vois, si je reprends, est-ce que je dois bah, faire un autre blog? Est-ce que je dois publier quel type de contenu? Je pense, oui, il y a beaucoup de choses comme effectivement les interviews, les chroniques ou, je sais pas, parler, par exemple, si c'est de la fiction, parler de fantasy ou ce genre de choses. Mais effectivement, il y a un truc qui est pas clair là-dedans souvent pour les auteurs, et c'est pour ça que je voulais en parler, c'est que si vous n'avez pas d'objectif en fait de faire comme tu fais toi ou Audrey du coaching, des conseils ou par exemple comme moi de vendre un service de couverture de livres, etc. Est-ce que c'est la meilleure stratégie pour eux de parler d'écriture? Je sais pas, tu vois. C'est une grosse question que je me pose. J'ai pas encore, tu vois, parce que par exemple, Christelle Le Bailly, elle mélange un peu tout sur sa chaîne. Elle parle de ses livres, elle parle de ses conseils sur son blog, sur son Instagram. Il y a des trucs qui sont en lien avec les deux univers et ça fonctionne assez bien pour elle, tu vois. Donc, c'est une grosse Mhm. question pour moi Oui, c'est encore. vrai, mais en même temps, je pense, tu vois, que les gens qui se focalisent sur le fait de se construire une audience, pardon, qui est plutôt une audience d'auteur, euh, à mon avis, oui, ils ont des lecteurs, tu vois. Et Christelle Lebaillet, elle a des lecteurs, moi j'ai des lecteurs, toi tu dois avoir des lecteurs aussi je sais pas, tu as encore des lecteurs Des lecteurs de fiction, ouais, de fiction. je pense qu'ils sont un peu partis, les lecteurs de fiction, tu vois, parce que la Ouais. newsletter, elle leur correspond plus vraiment. Bah oui. Ouais, ouais. Effectivement, quand tu parles de peut-être d'écriture, tu peux encore réussir à Mhm. attirer une certaine audience de lecteurs parce que tu parles de ton univers, de l'écriture, de ce qui se passe dans le livre. Mais après, quand tu viens à parler d'ISBN ou de marketing de livres, bon, les lecteurs de fiction, je pense, s'ils n'ont Ouais, ils pas s'en fichent un l'idée peu. eux-mêmes de publier leurs livres, ils s'en fichent royalement, quoi. Ouais.
Ouais. Mais ce que je veux dire, c'était plutôt que je pense que ces personnes-là qui ont conservé ces deux pans, euh, en fait, leur source principale de revenus, elle n'est pas dans la vente de livres. C'est ça. Tu vois, ce que tu dis, Mhm. toi, tu es graphiste, parce que je sais que Christelle Lebaille, aujourd'hui, je sais pas, hein, ça fait un moment qu'on avait fait l'interview, là, justement, où tu as participé, et je crois que dans le pourcentage, la vente de livres, elle était moins importante que ces services, tu vois. Donc, je pense aussi que c'est parce que moi, ça a été mon cas. Je me suis dit, ça va être plus difficile de réussir à vivre de mes bouquins. Comment je fais pour trouver une solution alternative? Et du coup, j'ai réfléchi à qu'est-ce que je pouvais proposer à côté, tu vois. Et après, tu vois, bah, je fais du coaching aujourd'hui, mais les ateliers d'écriture, c'est un truc que j'adore et que j'ai envie de développer parce que bah, j'ai été formée là-dedans. Et tu vois, c'est un truc que je kiffe en fait. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire ça aussi à côté? Donc, c'était conscientiser un minimum de corréler un petit peu les deux, tu vois, et de dire, de chercher d'autres sources de revenus ailleurs. Je pense que du coup, faut réfléchir vraiment à c'est quoi ton objectif. Est-ce que ton objectif, c'est de vivre de l'écriture et de tes livres? Et honnêtement, aujourd'hui, je pense que c'est tout à fait possible. Enfin, en auto-édition, où on a plein d'exemples de gens pour qui ça fonctionne. Après, ça demande du travail, ça demande un petit peu de chance aussi peut-être parfois. Il y a plein de facteurs, tu vois, mais je pense que Mhm. c'est possible. Et, euh, et peut-être qu'il y a plein de gens qui font cette erreur-là, peut-être aussi par panique, comme je viens de le dire, tu vois, par peur de se dire, Mhm. ouh là là, je ne vais pas réussir à vivre que de l'écriture, il faut que je trouve un truc à faire à côté, et du coup, commencer à vachement réfléchir à ça. Et finalement, ce qui se passe, moi, c'est ce qui se passe pour moi aujourd'hui, c'est que ça prend tellement de place, et j'ai l'impression que de ton côté aussi c'est pareil, ça prend tellement de place que du coup, ce qui était censé être venir en soutien à l'écriture prend plus de place que d'écriture. C'est ça. Ouais. Pour moi, ouais, j'ai le même souci et même le plus gros souci, c'est que finalement, j'y prends beaucoup plus de plaisir même que d'écrire de la fiction. Je ne sais pas si toi c'est pareil, mais en fait, partager, enseigner, donner ou même faire du graphisme de couverture de livres, ça me plaît énormément. Je pense que c'est à un niveau quasiment Mm. équivalent ou peut-être même supérieur, parce que si c'était pas juste même à juste un tout petit peu supérieur, peut-être que je serais repassé à l'écriture de fiction. Mais effectivement, ouais, peut-être, je sais pas comment font ceux qui travaillent encore à côté de l'écriture de livres, parce que finalement, tu vois, il y a leur métier, il y a aussi le boulot à côté. C'est quelque chose pas facile en fait de gérer la créativité là-dedans. Toi, par exemple, je sais que tu as des millions de trucs en même temps. Tu as ta chaîne, tu as ton podcast, tu as ta vie de scène, tu as tes coachings, tu as tes séances aussi d'écriture pour tes livres. Comment tu fais pour gérer tout ça? Je ne gère pas. Non, ça dépend des semaines. En vrai, bah, tu vois, par exemple, YouTube, ça fait longtemps que j'ai pas publié dessus parce que, j'ai plus envie de faire le contenu que je faisais avant. J'ai pas envie de juste prendre ma caméra et de faire 7 conseils d'écriture. Ça m'intéresse pas. J'ai mis longtemps à l'assumer. Franchement, là, j'ai l'impression de le dire clairement et de l'assumer, mais franchement, ça m'a mis bien un an. Je poussais tout sous le tapis, je voulais pas regarder en fait. Mais en fait, c'est que le format me convient pas, me convient plus. Et moi, quand le format me convient pas, c'est mort. J'ai besoin de format, j'ai besoin de concept. On en a déjà parlé plein de fois. C'est un truc important. Donc déjà, ça a été éliminé. Ça prenait beaucoup d'espace mental tant que je l'avais pas réellement consciemment éliminé parce que je me disais, ah, il faudrait que je fasse une vidéo, il faudrait que je fasse une vidéo, mais j'en avais pas envie. Donc ça, c'est bon, ça avait de la carte. Même si ça reste toujours là en mode, si je trouve un concept qui me plaît, je reprendrai les vidéos. Tu m'attristes pas. J'ai effectivement, depuis un an, un boulot à côté qui, en plus, n'est pas le plus simple parce que mon emploi du temps change tout le temps. C'est-à-dire que j'ai des mois où je suis blindée de répètes et de représentations, des mois où j'ai pratiquement rien. Donc, tu vois, par exemple, le mois de mai, j'avais une représentation et après, j'avais des ateliers d'écriture aussi avec eux, parce que du coup, j'anime des ateliers d'écriture avec eux aussi. Donc, d'un mois à l'autre, ça varie énormément.
Et des fois, d'une semaine à l'autre aussi, on me rajoute des trucs. Enfin bref, après, je suis hyper partante pour ça et j'adore mon métier. Mais du coup, c'est vrai que c'est difficile pour moi de planifier les choses. Les séances de coaching, j'ai commencé à trouver comment les insérer dedans mon emploi du temps en mettant des horaires précis. Donc, en général, après une journée de boulot, j'ai encore une séance de coaching de 20h à 21h. Voilà. Et dans tout ça, c'est l'écriture qui en pâtit. Bah oui, c'est ça. C'est l'écriture qui en pâtit parce que je... il faut quand même vachement d'espace mental pour écrire, moi en tout cas. Et il faut de l'énergie créative parce qu'en plus, je fais un métier créatif. Donc, c'est compliqué. À la fin de la journée, je suis éclatée. Je ne suis pas quelqu'un qui écrit de nuit de base, donc c'est mort. Euh, et comme je donne vachement d'énergie créative déjà dans la journée, que ce soit quand j'anime des ateliers d'écriture avec des gamins, où là, tu es obligé d'être à fond et tu es obligé d'être dedans. Ça Les gamins, bouge. c'est tout ou rien, quoi. C'est ça. Ou même les représentations, c'est pareil. C'est soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans. Donc, tu sors de là épuisé, en fait, créativement parlant. Donc, je galère. Depuis le mois de mai, j'essaie de me remettre à l'écriture doucement en essayant d'écrire le matin en même temps que mon café parce que je me dis que c'est le seul moment euh, où j'ai un peu de temps. J'ai pas envie de faire une miracle morning à proprement parler. J'avais essayé ça, mais en fait, je me dis, mais je vais pas me rajouter un truc alors que je me couche déjà hyper tard et fatiguée et que je me lève tôt. Et ben, je sais que je tiendrai pas en fait sur le long terme, tu vois. Donc, je sais pas. Là, j'essaie d'intercaler l'écriture dans mon emploi du temps comme je peux. Par exemple, tu vois, demain, j'ai 2 séances d'atelier d'écriture. Une Mhm. séance le matin avec une classe et une séance l'après-midi avec une autre classe. Et entre les deux, j'ai genre, je sais pas, 4 heures. Euh, donc, je fais ça depuis quelques temps. Là, je ramène mon ordi, je vais dans une bibliothèque entre les 2 séances et j'écris. Et c'est vachement cool d'avoir ces petits créneaux-là. Mais encore une fois, dans 2 mois, j'aurai plus ces ateliers. Dans 2 mois, mon emploi du temps sera totalement différent. Et c'est ça qui est compliqué pour moi, c'est que je n'ai pas de routine, j'ai pas de stabilité d'emploi du temps. Et ça, c'est pas simple. Pour être honnête avec toi, tout à l'heure, je prenais le bus pour rentrer chez moi. Et j'étais en train de réfléchir à cette question, en fait. Parce que il y a un moment où ça va, où je suis tellement à fond dans ce que je fais que ça, comme tu dis, tu es tellement passionné par ce que tu fais que finalement, ça te manque pas tant que ça. Et oui, au Mhm. début, tu culpabilises et tu te dis, oh là là, je suis censée adorer écrire et j'écris pas et ça me manque pas. Mais il y a des moments où là, vraiment, tu vois, par exemple, ça commence à devenir. Il y a une frustration qui est là. Et quand la frustration est là, c'est pas très bon. Tu vois. En même temps, c'est un moteur parce que tu dis, bon, j'ai envie d'écrire, c'est cool. Et il faut que comme la frustration est là, tu vas faire en sorte de trouver le moyen de le faire et de mettre en place les choses. Et du coup, j'étais dans le bus pour rentrer chez moi et je réfléchissais à ça. Tu sais, quand tu es dans le bus, tu regardes le paysage défiler, ton esprit divague un peu. J'aime bien ces moments. Et, euh, et je me suis dit comment je pourrais faire en sorte de traiter l'écriture comme tout le reste de ma vie, c'est-à-dire comme un travail, comme quelque chose qui est aussi important que tout le reste, euh, pour que ça fonctionne. Et une des pistes que j'ai, que j'essaye, c'est d'écrire en dehors de chez moi, parce que je me rends compte que depuis que je suis dans mon appart, j'arrive très peu à écrire en fait chez moi, parce Mhm. que mon esprit est pris par 3000 autres trucs de la vie de tous les jours, quoi. Enfin voilà. Ah, il faut que je fasse les courses, il faut que je fasse la lessive, il faut que je fasse le ménage, il faut que je fasse la vaisselle. Ah putain, il faut que je fasse ma déclaration d'impôt, elle revient celle-là. Il faut que voilà, j'ai des trucs à faire pour l'association des fois quand je suis chez moi, donc tu vois, j'arrive pas. Et du coup, je me suis dit, peut-être qu'il faudrait que je traite l'écriture exactement comme mon métier. Et mon métier, ce que je fais, c'est que je me déplace d'un endroit qui est chez moi pour aller dans un autre endroit. Et je sais qu'à l'association où je bosse, euh, eh ben, il y a une salle où je pourrais bosser en fait. Je pourrais tout à fait aller là-bas pour écrire. Je sais que ça poserait de problème à personne. Et du coup, je me dis, bah, même les jours où j'ai pas de répète, pas de représentation, pas d'atelier, ce qui arrive régulièrement, parce que comme je te dis, mon emploi du temps, il change vraiment d'un mois à l'autre. Mhm. Ah, il faut que je m'impose de me dire, eh ben, c'est une journée de travail comme une autre, à 9h, je suis au boulot, je suis au bureau. Et je pense
que je vais essayer de mettre ça en place. Je vais voir comment ça va être. Mais j'ai commencé à me projeter dans ce truc-là, tu vois. Je me suis installée dans cet espace mental-là, je me suis projetée, je me suis vue me lever, à y aller, être à 9 heures au bureau, et, enfin voilà, avoir ce truc-là. Et je me suis dit, mais ouais, ça peut marcher, ça peut être cool. Et je me sentais bien, je me sentais enthousiaste. C'est chouette, ouais, parce que je pense que c'est le cas pour beaucoup d'auteurs, quoi. Quand tu as ta vie de travail à côté ou quand tu es indépendant, même pour les indépendants, c'est peut-être pire parce que du coup, tu te dis, tu travailles toujours à la maison et il faut réussir à s'organiser. Pour moi, ça va encore parce que j'ai fait l'école à la maison pendant tout mon collège et mon lycée, donc c'est quelque chose que je maîtrise, j'arrive à me motiver, mais je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Quand tu rentres chez toi, la première chose que tu as envie de faire, c'est d'ouvrir ton frigo, trouver un petit truc à manger, puis te poser sur le canapé ou tu vois. Mais effectivement, ça m'arrive, en tout cas, ça m'arrivait avant le confinement, mais d'aller travailler dans des cafés. Moi, c'est ce que j'aime bien et finalement, ça coûte pas cher. Ça te coûte le prix d'un café et d'un verre d'eau. C'est pas non plus cher payé pour avoir un espace de travail. Et ça permet effectivement de déconnecter, quoi. Et je sais qu'il y a beaucoup de coachés qui ont du mal à écrire, en fait, à garder une régularité. Et finalement, bah, tu vois, ils vont écrire que le week-end parce que le week-end, ils ont le temps et qu'ils peuvent, je sais pas, laisser les enfants avec le conjoint ou, tu vois, ou s'enfermer un petit peu dans leur petite bulle, dans leur bureau. Mais effectivement, peut-être que écrire sur le trajet ou écrire à la pause midi au travail ou tu vois, juste se donner un petit truc, ça peut aider, quoi, même juste 5 minutes. Peut-être ça peut aider de rentrer dedans. Moi, je sais que effectivement, quand je vais au café, j'écris beaucoup plus facilement que quand je suis à la maison. Et d'autant plus que, en fait, ce que je fais, c'est que j'y vais avec un papier et un crayon et j'y vais pas avec mon smartphone ou mon ordinateur. Donc, du coup, en fait, quand j'y suis, bah, la seule chose que je peux faire, c'est prendre un café et écrire, quoi. Et donc, du coup, C'est trop bien. ça te force un peu, tu vois. Il y avait ouais, un YouTuber que je suis là qui disait qu'il faisait ça au quotidien en fait et il appelle ça les smart cafés. Et en fait, il dit que c'est le moment en fait où il écrit, où il note ses idées, où c'est un peu son contenu et où il s'autorise le temps de lire en fait des bouquins qui lui plaisent pour se former. Mais effectivement, pas de smartphone, pas d'ordinateur, tu vois, et du coup, bah, ça t'oblige à rester focus. Et puis, comme tu n'as pas d'autres choses à faire et que tu es en rendez-vous avec toi-même et ton livre, bah, finalement, tu finis par t'y mettre, quoi. Et je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais là, en fait, le plus difficile, c'est de s'y mettre. Et quand tu t'y mets pas de façon régulière et quand par exemple, tu sautes une semaine pour pouvoir écrire le week-end, après, c'est la reprise qui est de plus en plus compliquée. Moi, je sais que, par exemple, les Meli-blogs, quand je les écrivais, si jamais je loupais quelques jours ou je partais en vacances, c'était beaucoup plus dur de reprendre que quand j'étais dans le flux, en fait. Et à l'époque aussi où j'ai publié une nouvelle par mois, c'était pareil, j'étais obligé, je m'étais imposé cette deadline et donc du coup, bah, j'écrivais ma nouvelle et finalement ça marchait, quoi. Donc peut-être, je sais pas, c'est un truc à Ouais. réfléchir, mais Bah, c'est comme le sport, en fait, hein. C'est pareil, tu vois, si tu as l'habitude de faire ton sport tous les matins, euh, encore une fois, on parle des habitudes quotidiennes, comme on parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que quand tu as l'habitude de courir tous les matins, tu ne te poses plus la question, tu mets tes baskets et tu y vas. C'est vrai qu'à partir du moment où tu t'arrêtes pendant 2, 3 jours ou que tu es en vacances, pour la reprise, là, c'est compliqué. C'est vrai, hein. hum, Et je te rejoins sur ce que tu disais par rapport au fait d'écrire sur papier, par exemple. C'est vrai qu'on est vachement distrait par Internet, par les réseaux sociaux et tout, quoi. Un exemple tout bête, juste avant qu'on s'appelle, bah, j'ai pris le bus, juste avant, comme tu sais, et du coup, j'ai eu pas mal de... Pour la première fois depuis longtemps, parce que souvent j'écoute des podcasts quand je suis dans le bus, et là je me suis dit, bah, je ne vais pas prendre de podcast, je vais juste être dans le bus, quoi. Et du coup, j'ai laissé mon esprit divaguer, j'ai réfléchi aussi à plein de trucs consciemment, genre voilà, presque une liste de trucs auxquels j'avais envie de réfléchir. Et du coup, ça m'a vachement
aidé à réfléchir à plein de trucs. Bon, j'ai pas écrit parce que sinon je suis malade. Mais quand je suis arrivée chez moi, je me suis dit, tiens, je vais prendre mon carnet et je vais noter les réflexions que j'ai eues dans le bus et enfin, voilà, les poser, tu vois. Je commence à écrire et tout, et voilà, j'étais à fond dedans. J'ai eu plein de petits déclics et tout, j'étais trop contente. Mais j'avais mon téléphone qui était à portée de main. Et du coup, dès que je sens une micro-résistance d'un truc où je ne veux pas regarder, le premier truc que j'ai fait, c'est prendre mon téléphone et scroller Instagram. Et, et, et je l'ai réalisé, tu vois. Mais je pense que c'est un truc qu'on fait tout le temps. Dès qu'on rencontre une difficulté, par exemple, quand tu écris, dès que tu as un petit truc, une petite résistance ou un petit blocage, tu fais wow, 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 tu fuis et tu vas faire autre chose, quoi. Et c'est chaud. Et je pense que ouais, il faut essayer de se couper d'Internet et des distractions de temps en temps, de façon consciente, quoi. Ouais, puis même, c'est même pas que les distractions ou Internet, parce que finalement, bah, je sais pas pour ceux qui ont un travail salarié, mais pour les indépendants comme nous, je sais pas, tu reçois une notification d'un client ou un truc, tu dis, est-ce que je réponds, est-ce que je réponds pas, est-ce que si je réponds pas maintenant, je vais perdre ce client, tu sais, est-ce que... donc du coup, ouais, c'est pour beaucoup de choses. Finalement, quand j'écris, ce que j'ai fait, c'est que je coupe Internet maintenant, j'arrive à le faire consciemment. C'est quand même super difficile. Et surtout quand moi avant j'avais un petit téléphone pourri à clapper, donc j'avais pas Internet dessus, donc ça aidait bien. Maintenant, depuis que j'ai le smartphone, c'est un peu plus compliqué. Et aussi, ce qui est difficile, c'est que, bah, par exemple, là, j'ai ma copine qui est à la maison, donc je peux pas non plus lui couper Internet, tu vois, ça, ça se fait pas, quoi. Tu fais subir aux autres de la maison, tu sais. C'est ça. Mais bon, après, je sais que toi, tu avais utilisé des petits logiciels, non? Call Turkey ou ce Ouais. genre de choses. Moi, j'ai plutôt utilisé des techniques un peu plus radicales à l'époque, mais est-ce que tu peux parler de ces logiciels? Parce que je pense que ça peut aider beaucoup de gens, quoi. Ouais, carrément. D'ailleurs, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé et je ne l'ai pas téléchargé sur mon nouvel ordinateur, donc il faut que je le fasse. Euh, Ça, c'est vraiment quand je vois que j'arrive pas à écrire, que je suis pas concentrée et que je me disperse trop. Alors, il y a un logiciel qui s'appelle Cold Turkey Writer et qui permet de tout bloquer sur ton ordinateur. Bon, après, le problème, comme tu dis, hein, c'est que si tu as ton téléphone à côté, ça marche pas. Donc, il faut jouer le jeu et mettre aussi le téléphone en mode avion ou dans une autre pièce ou dans un coffre-fort et tu donnes la clé à quelqu'un. Faut faire des trucs aujourd'hui pour pas avoir de distraction quand même, c'est ouf, hein. Tu donnes la clé à ton chat, comme ça tu es sûr que pendant tout le processus de digestion, tu peux pas avoir accès à ton téléphone. J'avais vu un truc comme ça passer sur mon fil Facebook, justement. Tu vois, Ah comme ouais. quoi je suis aussi sur Facebook, mais c'est un bocal, en fait, avec un minuteur dessus. Donc, du coup, tu mets ton bocal, tu le fermes, ton téléphone dans le bocal, et après, le bocal est enfin, ton téléphone est enfermé pour la limite de temps que tu as définie, et le bocal va pas te laisser l'ouvrir, quoi. Donc, soit vraiment tu es frustré, tu pètes le bocal, soit tu peux pas l'utiliser, tu vois. Mais effectivement, il y a des méthodes. Après, faut Et travailler, je du coup, pense, ouais, son ouais, mental, quoi. Mais ouais, carrément. Mais je vais quand même expliquer cold turkey parce que j'ai fait ouais. un détour pour le faire. Mais... Donc, cold turkey, j'ai tendance à faire. Mon cerveau, il est tout le temps comme ça. Tu sais, je me sur un truc, après, il fait. C'est relou. Cold turkey, donc c'est un logiciel que tu peux mettre sur ton ordinateur. Et soit tu peux définir un nombre d'heures, enfin un nombre de minutes, un nombre de mots ou un nombre de temps pendant lesquels tu peux pas avoir accès à ton ordinateur à part juste une feuille blanche. Et du coup, tu as l'écran tout blanc, tu tapes bloquer tout pendant, je sais pas moi, 2 heures, ou alors tu peux mettre. Moi, quand vraiment ça fait longtemps que j'ai pas écrit et que il faut que je m'y mette et que je me dis non, mais là, il faut que j'écrive, je bloque tout et je mets 2000 mots. Tant que j'ai pas écrit 2000 mots, je ne peux pas sortir de mon écran et ça marche bien. Au début, je galère, mais ça marche bien. Tu peux pas faire de copier-coller, donc tu peux pas tricher. Et du coup, voilà. Après, tu as une autre version, je crois que c'est juste Cold Turkey tout court, où tu choisis les applications que tu veux bloquer, en fait, pendant un nombre de temps. Genre, tu peux bloquer juste Hmm. YouTube, enfin, tu vois, tu peux bloquer des trucs. Moi, j'aime bien la version.
Ouais, donc du coup, tu dis il y a Cold Turkey de base et Cold Turkey pour les auteurs, Cold c'est ça? Turkey Writer, ouais, c'est ça. Il y a deux versions. Avec Donc, mon super ouais, mais c'est accent pas mal. anglais. Peut-être. Ouais, c'est chouette. Et il y a un autre truc que je voulais voir avec toi, parce que comme tu fais des coachings, surtout sur l'écriture et ce genre de choses, c'est que pour ma part, ce que j'ai compris, c'est que quand j'essayais de faire de la recherche, tu vois, parce qu'on a toujours besoin de recherche, de matière, en fait, pour pouvoir écrire, que ce soit nos romans, nos livres de non-fiction ou même des articles de blog ou quoi. Bah, on a tendance, tu vois, dès que, comme tu dis, on a un petit problème sur l'écriture, on se dit, tiens, on va aller faire une recherche sur Internet ou on va faire une recherche sur quelque chose et du coup, bah, on perd le fil et c'est là que le nombre de mots finit par chuter drastiquement. C'est quoi, toi, ta méthode pour... est-ce que tu fais tes recherches en amont? Est-ce que tu notes quelque chose dans ton bouquin quand tu es bloqué et tu continues? Tu vois, Ouais. Euh, alors, j'ai failli tomber dans ce piège-là pour l'écriture du tome 2 parce que je voulais mettre des trucs un peu historiques, enfin, m'inspirer de personnages qui ont réellement existé. Et en plus, bah, comme tu dis, on a toujours besoin de faire quelques recherches. Et en fait, comme j'avais peur de me lancer dans l'écriture du tome 2, donc c'était même pas pendant l'écriture, c'était avant, j'ai passé bien un mois à faire des recherches. Je pense que il y avait une partie qui était nécessaire, mais il y avait aussi une partie où je me cachais derrière mes recherches. J'ai des pages et des pages de trucs sur. Bref, je ne dirai pas quel sujet, parce que voilà, mais ça spoilerait le tome 2. Euh, mais du coup, j'ai eu du mal à m'y mettre. Et après, je me suis fixé une deadline. Je me suis dit, aujourd'hui, non, il te reste ça, ça, ça à rechercher. Je me suis fixé un cadre défini. Tu fais tes recherches et c'est fini après. Donc ça, c'est pour le avant. Et pour le pendant, parce que comme tu dis, ça arrive qu'on ait besoin de chercher un truc, voilà. Si c'est juste un mot et un synonyme, je le fais, parce qu'en général, ça prend 3 secondes et je sais que je ne vais pas être tentée. Enfin, quand c'est un synonyme, je ne suis pas tentée de regarder 3 minutes. Mais si c'est autre chose, en général, ce que je fais, c'est que je mets entre parenthèses et je le surligne et je fais genre chercher nanani nana. Et après, Mhm. j'ai un document à côté où je mets genre chapitre 1 et je remets les trucs que je dois compléter, tu vois. Des fois, c'est aussi con que trouver un nom de famille pour un personnage ou justement vérifier que tel truc a existé à tel siècle, tu vois, ça peut être ça aussi. Et après, le temps défini, bah, tu fais ça pendant un temps défini de recherche plutôt que dans l'écriture parce qu'effectivement, ça coupe le flow direct, quoi. Et après, Ouais, tu c'est pas. ça. C'est compliqué. Moi, j'ai eu du mal et j'ai fini par adopter cette technique de me dire que bah, je fais un temps recherche et un temps écriture. Je fais pas une recherche globale au début et ensuite j'écris parce que je suis un jardinier, moi, de mon côté. Donc, tu sais, plutôt écrire au fur et à mesure de l'histoire et puis peut-être faire un premier jet, le griffonner, le raturer, le jeter ou je sais pas et recommencer un peu l'histoire, tu vois. Mais effectivement, c'est quelque chose que j'ai eu du mal et qui m'a vraiment limité dans mon nombre de mots, quoi. Et il y a un autre truc que j'ai fait, je ne sais pas si tu fais ça aussi, ou sur quel logiciel tu utilises pour écrire. Moi, c'est vrai que j'écris plutôt à la main, mais pour ceux qui Voilà. écrivent sur ordinateur, c'est tu vois, par exemple, les mots sur Word, là, il y a parfois des petites corrections, des choses comme ça. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé ça parce que, en fait, quand j'écrivais, j'avais tendance à vouloir corriger directement l'orthographe, tu vois, corriger la syntaxe, reprendre ma phrase. Et du coup, bah, mon paragraphe, je le reprenais ou je relisais tout le chapitre. Et du coup, j'avançais plus du tout à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que tu fais, toi, de ton côté? C'est pas un truc qui me tente trop. C'est pas un truc où moi, j'ai pas de problème avec ça. J'arrive très bien à écrire sans regarder, enfin, sans correcteur automatique. Après, oui, ça m'arrive d'avoir envie de retravailler un paragraphe ou un truc où je me dis, là, c'est pas bon.
Après, je pense que, tu vois, c'est pareil, c'est un truc qu'il ne faut pas totalement non plus le. Il faut trouver un équilibre parce qu'il y a des gens qui ont besoin pour continuer à avancer que ce qui soit avant soit parfait, entre guillemets, tu vois. Mhm. Et je l'entends parce que surtout quand tu es jardinier, je pense, comme tu découvres l'histoire au fur et à mesure où tu l'écris, c'est normal aussi, je pense, de passer peut-être plus de temps sur ce truc-là, tu vois. Il y a une question de processus. Après, il faut trouver l'équilibre et justement, comme tu dis, il ne faut pas faire trois pas en arrière non plus à chaque fois. Et un truc peut-être, ça peut être de se fixer un cadre, encore une fois. Moi, je suis pour les cadres un peu comme ça, de dire, ben, quand tu as fini ton chapitre, par exemple, ou ta scène, c'est à ce moment-là que tu as le droit, entre guillemets, Mhm. de revenir dessus et de peaufiner tes phrases, tes paragraphes, regarder les fautes et tout. Ça m'a fait peur. J'avais mis une serviette parce qu'il y avait trop de soleil tout à l'heure et le truc est tombé Et sur moi. poum. J'avais oublié. Et du coup, voilà, tu vois, de se mettre un cadre, parce que je ne fais pas trop ça, mais ça m'est arrivé, par exemple, de tout reporter sur Antidote. Et je le fais quand j'ai fini mon chapitre, par exemple. Mhm. Ouais, c'est Ouais, encore une fois, c'est de intéressant. découper les deux parties du processus. Hein. Donc finalement, plutôt essayer de découper comme recherche, écriture, lecture, mais s'autoriser un peu à être flexible dans son agenda quand tu en as besoin, quoi. Enfin, tu sais, dans le processus, effectivement, comme peut-être si jamais tu as besoin de faire une petite recherche parce que ça te bloque vraiment, ou peut-être si tu sens ton chapitre est trop, ou ton paragraphe trop cochon, trop brouillon, tu t'autorises à le retravailler. Ben ouais, parce que je pense que, tu vois, il y a des moments où c'est comme ça, c'est-à-dire que tu sens que c'est pas bon et ton esprit est tellement encombré par ce truc-là que tu peux pas avancer parce que tant que c'est pas ben, tu pourras pas continuer en fait. Enfin, je pense que c'est normal aussi de ressentir ça à des moments, tu vois. C'est Ouais, c'est normal et il ça. faut trouver un équilibre encore une fois. C'est le plus difficile, hein. C'est facile à dire, mais c'est pas simple à faire, ça c'est C'est sûr. Hein. c'est pour ça qu'un bon coach d'écriture comme Elodie, ça peut aider. Ouais, c'est ça. Je pense que ouais, puis le plus dur, en fait, c'est la créativité, quoi, parce que finalement, au bout d'un moment, si tu te sens trop frustré, bah, ta créativité finit par s'envoler et c'est difficile. Ouais. D'ailleurs, toi, tu as eu une histoire assez incroyable quand tu étais petite. Je trouve ça vraiment super d'en parler parce que moi, de mon côté, j'ai mon père qui est peintre et ils font beaucoup de musique. J'ai eu Waouh. beaucoup accès à la culture et c'est ça qui m'a donné le goût de l'art, de l'écriture, tu vois, de transmettre aussi. Si j'ai bien compris, toi, de ton côté, ça a été un peu différent à La Réunion. Ouais, c'est fou parce que, tu vois, juste quand tu as dit ça, moi, il y a toujours la petite fille à l'intérieur de moi quand j'entends des trucs comme ça, qui a les yeux émerveillés en mode, mais c'est trop bien! C'est ça. Aujourd'hui, je suis plus du tout. J'ai fait la paix avec ça, ça m'a mis du temps hein, de faire la paix aussi avec mon histoire. Bon, du coup, pour la petite histoire, moi, je suis née et j'ai vécu et je vis toujours à La Réunion. Et du coup, bah, ma mère, elle a fait construire la maison où on a vécu quand j'étais petite. Et du coup, à la base, c'était une toute petite maison. Genre, il y avait vraiment trois pièces, le salon et les deux chambres. Enfin, une pièce à vivre et les deux chambres. Et donc, on n'avait même pas de salle de bain au début, tu vois. Vraiment, c'était hyper rustique. Et du coup, on n'avait pas d'électricité. Et ouais, j'ai vécu, franchement, je pense que je devais avoir 9 10 ans quand j'ai eu l'électricité à la maison. Donc, j'ai vécu vraiment toute mon enfance sans électricité, quoi. Ça veut dire pas de frigidaire, pas d'eau chaude, pas de lumière, enfin, c'est pas de télé. Il y a plein de trucs auxquels on pense pas, mais par exemple, le frigidaire, c'est quand même assez énorme parce que du coup, ça veut dire que tu manges plutôt des conserves, tu manges des fruits et des légumes, on en avait, tu vois, mais et voilà, pas forcément de yaourt. Bon, j'ai jamais aimé les yaourts, mais pas de produits frais. Donc, et du coup, aujourd'hui, ça fait partie de mon histoire et je l'ai vraiment accepté. Mais c'est vrai que quand j'étais petite et en grandissant, ça n'a pas été simple parce que j'ai toujours été attirée par le monde de la culture et c'était tellement loin de moi.
quand on a eu l'électricité, quand j'ai eu la télé, que je voyais des gens parler d'écriture à la télé, que je me disais, ah, j'aimerais bien être auteur. Et ben, je voyais ces gens-là et je me disais, mais non, mais c'est tellement un autre monde. Et c'est vrai, c'est un autre monde, tu vois. Quand on avait un grand jardin et il y a notamment le fameux Piazza Avocat, un avocatier. Je disais que j'ai eu des avocats chez ma maman là. De chez ta Voilà. maman, ouais. Et du coup, mon frère et moi, on était tout le temps en train de jouer sur ce Piazza Avocat. À La Réunion, on appelle ça un Piazza Avocat. Et tu vois, moi, j'aimais bien monter le plus haut possible et tout en haut, parce qu'en plus, on habitait vraiment à la campagne dans les champs de canne à sucre. Et tout en haut, je voyais l'océan. Et il y avait cette espèce de truc de c'est loin en fait. Le reste du monde, il est loin quand tu habites à La Réunion, que tu es sur une île. C'est tout te semble loin, tout te semble inaccessible en fait. Et vraiment, tu vois, je pense que tu grandis un peu avec ce truc d'inaccessibilité qui aide pas le syndrome de l'imposteur, ça c'est sûr. Donc, ma mère avait pas de voiture, elle a jamais eu le permis. Donc même pour aller à l'école, on marchait tous les jours, on descendait à pied, on remontait à pied, prendre le bus parce qu'on était vraiment loin. Et du coup, bah, on se levait à 5 heures du matin et on descendait, on remontait le soir, et on descendait, on remontait le soir. Et enfin, oh, mon chat est revenu. Coucou le chat. Et aujourd'hui, je vois ça un peu de façon, tu vois, c'est un côté un peu romanesque, mais à l'époque, c'était pas le cas. À l'époque, c'était ma vie, c'était ma réalité. Et moi, je voulais autre chose. Je voulais ailleurs, je voulais lire, je voulais des grandes bibliothèques. Ma mère, elle a jamais aimé lire, tu vois. Mm. Donc, c'est vraiment genre, rien ne me prédestinait à ça, À quoi. faire tout ça. Et c'est ça que je trouve super intéressant parce que tu vois, on a des parcours totalement opposés à ce niveau-là. Comme mon père travaille en tant qu'artiste peintre et puis travaillait dans l'humanitaire, donc finalement j'ai pas mal voyagé aussi dans des pays Voilà, pauvres où la vie était comme chez toi quand tu étais petite. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir que bah, finalement, de deux mondes différents, on en arrive à une même réalité, quoi. Et je trouve ça assez incroyable parce que finalement, moi, j'ai développé le goût par la proximité et toi, tu as développé le goût par le manque aussi, tu vois. c'est ça. Et je trouve ça Attends, vraiment... excuse-moi, je suis désolée, mais je vais absolument lui donner des croquettes parce que sinon elle ne va pas arrêter de miauler. Ça marche. Je suis désolée. Petite pause pour le Attends, chat. attends. Vas-y, elle va faire coucou pour se faire pardonner. Voilà. Coucou le chat. Ça, c'est Allez, l'objet j'ai faim, marketing je veux des des tueurs. croquettes. C'est tellement ça. Et voilà. Et donc, pour reprendre directement sur ce que tu disais, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est super intéressant. Moi, il y a un truc qui est hyper important pour moi, du coup, aujourd'hui, parce que justement, j'ai vécu tout ça, c'est la notion d'égalité des chances, en fait. Parce que Mm. pendant longtemps, j'avais l'impression de ne pas avoir les mêmes chances que tout le monde, de devoir me battre 10 fois plus que tout le monde. Euh, Tu vois, quand je suis partie en métropole pour faire mes études, et comme je ne m'identifiais pas aux gens que je voyais dans la télé et qui étaient auteurs et qui, pour moi, devaient être des gens intelligents, et ben, je me suis dit, si je veux faire ça, il faut que je sois intelligente. Donc, j'ai fait une licence de philo parce que je me suis... Enfin, tout a été un peu euh, fait par rapport à ça. Et je suis arrivée là-bas, et puis pareil, syndrome de l'imposteur fois 3000, parce que je me dis, j'ai pas les mêmes références que les gens. On est français, mais en même temps, c'est pas la même culture, tu vois. Mhm. Euh, j'ai une anecdote hyper drôle par rapport à ça. Je parle créole. À La Réunion, on parle créole, tu vois. On parle français, c'est la langue officielle, mais il y a aussi le créole qui est un patois. Un peu comme, je sais pas moi, quoi comme patois. Je vais dire l'occitan, mais c'est pas, ça parle, on parle plus créole qu'on parle occitan, je pense. Que le Corse ou les choses comme ça, non? Ouais, Non. ouais, Non. par exemple. Le, les Bretons, ils parlent breton. Ou plus beaucoup. Plus beaucoup. Ouais, c'est le genre de truc où je sais pas trop. Bref. Et du coup, avant de partir de La Réunion et de partir en métropole,
J'avais plein de cousines à moi, de tatis, enfin des gens de ma famille qui étaient déjà partis et qui m'avaient un peu mise en garde sur le fait qu'il y a des mots en créole qu'on a l'impression que c'est des mots de tous les jours, mais en fait qui ne sont pas français. Par exemple, à La Réunion, on dit un gabier. Un gabier, c'est un distributeur automatique de billets, un DAB. Mais ici, sur les distributeurs automatiques de billets, il y a écrit gabier. Donc, c'est un truc que tu intègres en fait en étant. Bah, tu vois, tu dis, ah bah, je vais au gabier, je vais retirer de l'argent. Et donc, on m'avait dit, fais gaffe, parce qu'il y a il y a des mots comme ça se dit pas. Par exemple, la sauce soja, c'est le siave. Tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça. Et donc, j'arrive en métropole, pleine de ce truc de faut que je fasse gaffe quand même. Après, je parlais français à l'école, etc. Tu vois, mais comme je te dis, il y a des mots dans la culture comme ça qui n'étaient pas du tout les mêmes. Et j'arrive en métropole, je me dis, bon, il faut quand même que je fasse gaffe. Voilà, j'avais envie de m'intégrer, j'avais envie de ne pas passer pour une petite. En plus, c'est très bizarre parce que je suis blanche et j'ai les yeux bleus et je suis blonde. Donc, quand je disais que je venais de La Réunion, les gens ils pensaient toujours que les Réunionnais, c'est que des métis. Donc, forcément, ils ne me croyaient pas. Et en plus, j'ai prouvé quand même ce décalage. Un jour, je vais à la boulangerie et j'avais les voix de toutes mes tatis, de mes cousines qui me disaient faut faire attention, attention, gabier, par exemple, ça n'existe pas. J'arrive devant le vendeur et je lui dis bonjour, je voudrais une. Et là, mon cerveau bug et je me mets à penser est-ce que baguette, c'est un mot français? Baguette, le truc le plus français de l'univers. Le chapeau, la baguette sous le bras. Je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Genre, pas sûr que le gars me comprenne en fait. Et puis, il va chercher la baguette et la donne, tu vois, et je suis en mode c'est cool, ça existe. Mais c'est vraiment genre longtemps après que j'ai réalisé, je me suis dit, mais franchement, je suis débile. Non, c'est rigolo, c'est les langages un peu différents. Finalement, les Belges, les Québécois, ils ont aussi beaucoup de tics comme ça, comme ou le 8 pour le 8, ou le- les essuies, les 99. serviettes, c'est les essuies, le 99, ouais, ou les insultes en québécois, hein, calice, tabernacle, c'est assez rigolo. Ouais. Mais donc, du coup, ouais, ce manque de culture, tu penses, est-ce que ça t'a poussé, ça t'a aidé aussi à probablement faire du coaching? Ouais, oui, parce que du coup, le syndrome de l'imposteur, tout ça, j'ai bien pataugé dedans là, par rapport à l'écriture. Euh, et oui, ça m'a donné envie parce que le fait de ne pas avoir, et ben, le petit peu que j'avais, j'étais hyper reconnaissante, tu vois. Genre, j'avais quelques livres à la maison et enfin, je les adorais, je les lisais, je les relisais. Le fait aussi de ne pas avoir de télé à la maison, le fait de ne pas avoir euh, d'électricité, c'est aussi ce qui a fait que je pense que je me suis mise à écrire parce qu'il n'y avait pas de distraction. Donc, tu vois, je jouais avec mon frère et puis après, j'écrivais les histoires qu'on s'inventait. Hmm. Je pense que, tu vois, ça a contribué en fait à développer mon imagination et mon écriture. Et il y a eu un moment où ça a basculé entre le. J'avais l'impression, je vais aller loin parce que si tu vois, sur des sujets comme ça, c'est trop long. C'est trop long parce que, en fait, ça implique beaucoup de choses, si tu veux. C'est pas que mon expérience. Il y a aussi toute l'histoire de la Réunion derrière, si tu veux, parce qu'on a été Mhm. colonisé. Et donc, il y a aussi le fait que, bah, pour beaucoup de Réunionnais, on est inférieur aux gens de la métropole, tu vois? Parce qu'il y a ce rapport d'envie, de jalousie, il y a Mhm. tout ça aussi C'est ça. qui joue. Donc, tu as l'impression que tu es inférieur, tu vois. Et du coup, moi, dans tout mon parcours universitaire, j'ai beaucoup eu cette impression-là, de me dire bah, pourquoi il me prendrait moi au lieu de prendre quelqu'un d'autre, parce que cette personne-là, après, j'avais un espèce de fantasme aussi, il faut le dire, c'est pas le cas de tout le monde, de, un peu de toi, ce que tu as vécu en fait. Pour moi, tout le monde là-bas, c'était comme ça. C'était genre, mais lui ou elle, elle a toujours baigné dans la culture, elle allait tous les jours au musée, à la bibliothèque, tu vois, enfin, genre, j'avais cette image fantasmée aussi
d'une réalité qui n'est pas forcément la vérité pour plein de gens, en fait. Et ça s'est renversé le jour où j'ai compris que mon histoire, c'est une force et pas une faiblesse, en fait. Et que mes origines et ce que j'avais vécu, c'était ma force parce qu'il y a plein de fois où ça a fait la différence. Où je pensais que ça allait être un handicap, en fait, et ça ne l'a pas été. Deux exemples, c'est par exemple quand j'ai postulé pour être assistante de français en Angleterre, et, euh, et bah, du coup, il y a plein de gens qui ont postulé pour être assistante de français en Angleterre dans ce truc-là. Et dans ma lettre de motivation, tout ça, j'avais précisé que je venais de La Réunion, en fait. Et j'avais expliqué, etc. J'avais mis un peu ça en avant. Et je venais de philo, donc je n'avais pas fait de l'anglais en licence. Et quand je suis arrivée en Angleterre, j'ai été sur liste principale, donc j'ai été prise directe. J'ai rencontré les autres assistantes de français, qui elles avaient toutes fait pratiquement des licences d'anglais et qui avaient été en liste complémentaire. Mhm. Alors que moi, je n'avais pas un aussi bon niveau qu'elles. Et du coup, je pense que la différence, c'est que je venais de La Réunion et que ça les intriguait et qu'ils avaient envie d'avoir quelqu'un de La Réunion qui puisse parler de la culture française ultramarine, tu vois. Et donc, ça a été un avantage. Et ouais, aujourd'hui, ça a changé. Et je pense que du coup, c'est un truc que j'ai envie de dire aux gens aussi, peut-être, c'est de... On vit tous des trucs plus ou moins difficiles et tout dépend de comment tu vas l'envisager. Soit tu le prends comme une victime et que tu te dis, bah, ah, bah, c'est nul et c'est dommage. Et je regrette de pas être comme si, ah, si seulement j'avais été plus comme ça ou si j'avais eu plus de ci et moins de ça. Mais en fait, ça peut devenir une force et ça dépend vraiment de ce que tu en fais, quoi. C'est beau. Parce Mais le chat que qui vient gâcher le bon mot, non, c'est chouette, c'est ça. il fait son marketing aussi. Mais, ouais, c'est super parce que finalement, on a tous un passé et souvent, il y a beaucoup de personnes qui essayent de le rejeter, surtout quand il a été difficile et finalement, c'est C'est pas une comme tu dis, honte. c'est pas une honte et c'est au contraire une possibilité d'être unique en fait. Et cette unicité-là fait que ça devient une force finalement. Mm. Et puis, ça crée de l'empathie aussi. Ça veut dire que tu es capable de comprendre des gens qui ont vécu des choses similaires, mais pas forcément. Je pense que quand tu vis des choses difficiles dans ta vie, peu importe dans quel domaine et peu importe de quel ordre, je pense que ça développe de l'empathie, en fait. Mm, mm. Donc, Ça me fait penser un peu à une histoire qui tourne dans les milieux du développement personnel. J'ai jamais su si c'était juste une anecdote ou une métaphore ou quoi, mais c'est l'histoire de deux jumeaux donc, qui ont exactement le même patrimoine génétique. Et euh, tu vois, la même origine, les mêmes parents, mais leur histoire est assez difficile. Au début, leur père boit l'alcool, il se drogue, leur mère n'est pas vraiment présente, et finalement, il y a un journaliste qui va les interviewer beaucoup plus tard dans leur vie, et il y en a un qui est en prison et lui pose la question, comment ça se fait en fait que tu es en prison et il lui répond, bah, écoute, avec un passé comme le mien, comment veux-tu que j'arrive mm, ailleurs qu'en prison? Et il va voir le deuxième jumeau qui est dans une superbe maison, qui a un métier qui lui plaît, une femme et des enfants, et il lui pose cette même question et il lui dit, mais comment ça se fait que tu en es arrivé là? Et il lui répond exactement la même chose, bah, avec le passé que j'ai eu, comment veux-tu que j'en arrive autrement, tu sais? Et je trouve ça super beau parce que finalement, peu importe le passé que tu as eu, c'est comment tu vas le prendre qui va faire que tu arrives à avoir quelque chose de plus beau bah pour le ouais, reste de la vie, quoi. Mm. le façonner aussi, tu vois. Tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir à la question de la loyauté, parce que la loyauté, c'est une de mes valeurs fondamentales. Et, euh, et en fait, j'ai toujours vu ça comme une valeur très positive, et c'est le cas, c'est hyper positif d'être loyal. Mais je m'étais jamais posé la question de réfléchir vraiment à ce à quoi tu es loyal, en fait. Parce que c'est ça.
est-ce que tu es loyal à la souffrance que tu as vécue et du coup tu refuses de la laisser partir, ou est-ce que tu es loyal aux mains qu'on t'a tendues, aux possibilités que tu as eues, parce qu'on a tous eu au moins quelqu'un qui nous a tendu la main, on a tous eu un truc positif qui nous est arrivé, tu vois, dans la vie. Et je pense que ça rejoint cette question de loyauté, en fait. Pourquoi tu veux être loyal aujourd'hui? Quelle version de toi-même tu as envie d'être loyal? Voilà. Ouais, c'est beau parce que finalement, je pense que ça peut aider vraiment beaucoup de gens parce que, il y a beaucoup de personnes, d'auteurs qui nous écoutent qui ont aussi du mal, et on en a parlé tout à l'heure avec le syndrome de l'imposteur, en fait, c'est de finalement aussi s'autoriser à devenir qui on a envie d'être, quoi. Et ça, c'est quelque chose de vraiment difficile. Et on a tous des problèmes à ce niveau-là pour s'accepter, pour aller de l'avant et finalement, effectivement, puiser sur son passé comme, euh, ouais, c'est ça, comme puiser dans son passé, dans son histoire, avec ses proches pour réussir à construire quelque chose de beau et s'autoriser en fait à, à faire ce qu'on a envie de faire parce qu'on se restreint souvent et c'est dommage. C'est ce que David partageait finalement pendant le sommet, c'est de se dire qu'on a tous quelque chose à partager et à transmettre et que finalement, ne pas s'autoriser à le faire, c'est aussi peut-être ne pas changer la vie de quelqu'un parce que derrière, même si on partage quelque chose, on parlait d'avoir des milliers d'abonnés, mais déjà changer la vie de ne serait-ce qu'une seule personne, c'est déjà quelque chose de magnifique et ça fait un peu un effet boule de neige au final. Mm. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et puis, on ne peut pas savoir l'impact qu'on va avoir sur... Attends, je suis désolée, je vais la mettre dehors parce que là, c'est trop le bordel. Ça va? J'ai l'impression d'être super dispersée, je suis désolée. Non, ça va. Ça va, ça va. T'as dit que c'était nature, c'est nature, hein? Ouais, c'était l'objectif. Je vais rien couper. Non, vraiment, c'est ça qui c'est chouette, tu vois, c'est ouais, de partager, quoi. C'est vraiment ça que je veux pour le making of, je pense, c'est comme ça que je vais l'appeler, les coulisses de Yes, l'auto-édition. trop bien. Ouais. Oh, Ouais. ah ouais, ça fait 1h40 qu'on parle, va dis donc. Ouais, on va pas tarder à s'arrêter parce que j'ai Ouais, un appel c'est après ça, aussi. c'est un appel. Mais je voulais finir ce que tu as dit. C'était quoi? Je voulais dire un truc. Attends, ça va revenir. Faut pas sous-estimer ce qu'on peut apporter à quelqu'un et la valeur qu'on peut apporter à quelqu'un et le changement et le déclic que ça peut amener chez lui. Ça, je pense que, enfin, pour une personne, quoi, comme tu disais, en fait, on peut jamais savoir. Parce que même dans notre vie personnelle, tu vois, je pense que si chacun regarde sa vie personnelle, il y a des moments où il y a une personne qui nous a dit un truc qu'on avait besoin d'entendre à ce moment-là et la personne n'a même pas réalisé que ça nous a été hyper utile. Donc, ne privons pas le monde de ça. C'est ça un peu qu'il disait. Mm. C'est ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important de se dire que si on se freine nous-mêmes, en fait, c'est pas que nous-mêmes qu'on freine aussi, c'est toutes les possibilités qu'on pourrait engendrer en osant apporter quelque chose, même si cette chose qu'on apporte est imparfaite, et elle le sera toujours finalement, quoi. Ouais. Et tu vois, il y a un moment aussi où quand j'ai commencé à assumer un peu mon histoire personnelle, on va dire, euh, j'ai toujours eu au fond de moi aussi ce truc-là. J'ai toujours eu envie de réussir. Enfin, voilà, je suis quand même ambitieuse, tu vois, et j'ai pas honte de le dire. Et C'est bien, c'est bien d'être ambitieux. Mais c'est bien. c'est aussi un tabou, je trouve, en France. Ouais, Hein, c'est ouais. mal vu. C'est pas parce que je suis ambitieuse que je suis prête à tout et que j'ai envie d'écraser les gens. Au contraire. Et je me suis toujours dit, un des trucs qui me motive d'autant plus, c'est de me dire, de montrer aux gens, voilà moi d'où je viens. Et si moi je peux y arriver avec le peu de cartes en main que j'avais, toi aussi tu peux en fait. Tu peux le faire. Hein. Vraiment, mec, meuf, j'avais pas l'électricité, j'habitais dans la cambrousse.
non, tu vois. Et je pense que c'est important d'avoir des modèles de réussite. Euh, ouais, d'avoir des modèles de réussite. Je sais que chez moi, ici à La Réunion, j'ai beaucoup hésité à revenir, mais je pense que encore plus ici qu'ailleurs, on a besoin de ça parce que moi, je connais plein de gens autour de moi qui ont connu que des personnes qui ont eu des parcours très similaires ou qui n'ont pas eu d'ambition, ou qui sont restés coincés. Ou, enfin, tu vois, des fois, c'est un peu enfermé et enfermant, tu vois. Et le simple fait de voir une personne qui a réussi ou qui a suivi ses ambitions, ou que, tu vois, vraiment, des fois, c'est pas grand-chose. Le simple fait de se dire c'est possible en fait, ça ouvre des possibilités de ouf à plein de gens, quoi. Et je pense que l'auto-édition, pour finir la boucle, l'auto-édition, c'est un peu ça aussi, c'est de se dire, bah, si cette personne-là peut le faire, bah, pourquoi pas moi? Et je peux le faire aussi, en fait. Je peux le faire. Il y a des possibilités. Je peux sortir de ma zone de confort. Oui, peut-être ça va pas être facile. Oui, je vais galérer, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et ça, c'est ouf. Il y a beaucoup de choses derrière, on peut vous l'assurer, ça c'est sûr. Moi, ma vie a complètement changé Ouais, depuis que j'ai accepté ça, tu vois. J'ai quitté mon travail d'architecte, travaille depuis chez moi, je- j'ai une vie incroyable, et tout ça, ça a été possible parce que un jour, je me suis autorisé juste à me dire que j'allais écrire une nouvelle chaque jour, euh, parce que à un moment, en fait, pour l'histoire, c'est au tout début de Form History, c'est que j'écrivais un peu pour moi, mais j'osais pas le montrer, j'osais pas aller plus loin, je finissais pas les histoires que j'avais commencées. Et, pendant un voyage à Londres, en Angleterre, on était dans le métro, et là, mon frère, il me dit, mais de toute façon, il y a personne qui va aller lire tes histoires, donc ose, euh, ose écrire, et puis si t'aimes pas ça, tu prends la feuille, tu la jettes, tu la fous à la poubelle et on s'en fout, tu vois. Et au final, bah, un an plus tard, je me suis autorisé à les publier, mais si j'avais pas commencé à les écrire et s'il m'avait pas dit ça, tu vois, j'aurais pas fait tout ce que je fais aujourd'hui. Et finalement, c'est juste un petit déclic comme ça qui arrive. Du coup, ce jour-là, bah, mon frère m'a fait passer de j'ai un métier chiant que j'aime plus à ma vie actuelle, quoi. Et ça, je pense qu'on a tous en soi la possibilité de provoquer ce déclic chez quelqu'un, quoi. Mm. ouais. Et puis, et de dire, ouais, c'est vrai qu'à partir du moment où tu te lances, mais tu sais tellement, c'est ce que tu dis. J'imagine que le Ethan de cette période-là, qui était dans le métro à Londres, il n'aurait jamais pu s'imaginer où tu serais aujourd'hui. Ah, c'est ça. Mm. Ça, je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue. Et puis, j'en parlais, bah, tu vois, hier, je parlais à mon meilleur ami, on se connaît depuis le lycée. Et, euh, et ça faisait des mois qu'on ne s'était pas parlé. Et du coup, on prend des nouvelles et tout. Et on revenait un peu sur ce truc-là aussi, un peu comme tu viens de faire là, sur ce parcours-là. Et il me disait, punaise, mais j'aurais jamais pensé que tu ferais ça et tout. Aujourd'hui, tu fais ci, ça, ça. Moi, j'étais la petite fille timide à l'école. J'ai couru dans les jupons de ma mère parce que je voulais pas faire le spectacle de danse devant toute l'école. Et aujourd'hui, je fais des vidéos sur YouTube. Et, enfin, tu vois, c'est ouf. Et en dehors de nos exemples personnels, je connais plein de gens qui ont eu plein de parcours de vie, comment dire, riches en fait. On a tendance à nous dire, tu vois, à l'école ou dans la société de façon générale, qu'il y a une espèce d'autoroute et que une fois que tu es lancé dessus, et ben, c'est comme ça, c'est en ligne droite du début à la fin, ligne de départ, ligne d'arrivée, tu vois. Mais il y a combien de gens qui bifurquent et qui vivent 10 000 vies en une seule, tu vois. Et ça, moi, je trouve ça ouf parce que tu peux commencer ta vie de telle manière, en fait, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, elle va te dire, ben, en fait, non, ben, cette vie-là, ok, c'était bien pendant le temps que ça a duré, mais aujourd'hui, ça ne me correspond plus et je vais créer une nouvelle vie. Mhm. Enfin, moi, je trouve ça dingue et c'est trop ouf la possibilité qu'on a de faire ça et la Ouais. liberté que c'est.
Parce que oui, c'est vrai qu'il y a quelques siècles, on s'en rend pas compte, mais même quelques années, parce que finalement, c'est l'époque de nos parents ou de nos grands-parents. On pouvait que potentiellement être dans son petit village et continuer à faire un petit peu ce que la vie nous prédestinait. Et finalement, maintenant, on a les possibilités gigantesques sur Internet. On en reparle souvent tous les deux, mais ouais, il y a tellement de possibles qui sont qui s'ouvrent à nous, donc ne pas les saisir, c'est un peu du gâchis, quoi. C'est dommage. Enfin, Ouais, aujourd'hui, les plus grosses barrières, elles sont mentales, en fait. Elles sont vraiment mentales et ça ne veut pas dire que c'est moins important parce mhm. que c'est pas forcément simple de faut travailler dessus et tout, mais ouais, ah, c'est trop bien. C'est Moi, je suis chouette. trop, ça m'excite de ouf, les possibilités et je sais pas, je trouve ça hyper enthousiasmant. Ça va être le mot Ouais. de Le mot de de fin. l'appel. Ouais, en plus, c'est vrai que finalement, il y a tellement de possibles, et ça, c'est un de nos soucis à tous les deux et à beaucoup de créateurs, c'est que tu as tellement de possibles qu'après, tu as envie de tout essayer, quoi. Oui, Mais, oui, oui, c'est sûr. Ouais, ça va, c'est un problème sympa à avoir quand même. c'est sympa, c'est ça. C'est un problème de riche, comme on dit. C'est ça. Euh, et donc, toi, Lodi, tu fais du coaching. Est-ce que tu peux en parler juste avant qu'on se quitte? Parce que ça fait 2 heures. Ouais, ouais, J'espère que ouais. c'est Ouais, les ça. plus motivés qui sont encore là. Donc, vraiment, bravo. Et justement, est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Oui, alors bah, du coup, j'ai plusieurs activités à mon actif. Je suis donc autrice et mon premier roman est sorti en auto-édition en 2020. Et ça fait bientôt un an, ça va vite. Il s'appelle Le Chronophage. Et à côté de ça, je fais aussi des ateliers d'écriture. Donc, j'anime des ateliers d'écriture pour l'instant sur mon Patreon, qui est une plateforme où on peut soutenir les créateurs de contenu avec différents paliers et différentes compensations en fonction des paliers. Mais je pense que bientôt, je vais faire des ateliers ouverts parce que c'est vraiment un truc que j'adore et c'est chouette de pouvoir pratiquer en fait les conseils d'écriture. Et Hmm. c'est pour ça que c'est cool les ateliers. D'ailleurs, si tu as envie de venir sur le groupe Vendre plus de livres pour en faire dans un salon ou un live, Ouais, ça peut se faire parce qu'il y a beaucoup de gens motivés. Je crois que tu en avais fait d'ailleurs sur ton Instagram au début, non? oui, j'avais fait un atelier d'écriture sur Instagram. Au début, je faisais des lives d'écriture, mais après, j'en ai fait un atelier d'écriture. Et je me suis dit, j'avais eu une idée aussi par rapport au vendre plus de livres. Je voulais voir avec toi aussi, ouais. Pas forcément un atelier d'écriture, oui, ça peut être cool carrément. Mais, ou un live autour d'un sujet, tu vois, parler du podcast, ceux qui ont envie de lancer un podcast, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens Ah oui, qui il y a s'intéressent à beaucoup ça de... aussi. Donc, moi, ça me serait bien de faire un live ou, je sais pas, je sais pas comment on appelle ça, mais un truc quoi, un truc autour du podcast pour donner des clés à ceux qui ont envie de se lancer, voilà, des conseils. Et donc voilà, autrice, animatrice d'atelier d'écriture et coach aussi d'écriture. Donc là où je fais des rendez-vous 1-1. En général, les gens ils viennent avec une problématique et on en discute, on en parle, on réfléchit autour de ça. Après, voilà, un peu comme ce que tu fais avec cet appel. Moi, le but, c'est pas d'avoir un truc hyper guindé et genre hyper sérieux, hein. C'est quand même hyper détendu et il faut dédramatiser l'écriture un petit peu aussi parce qu'en général, quand tu as un problème, c'est la fin du monde alors que tu meurs pas, quoi. Enfin, l'écriture, c'est pas une question de vie ou de mort, mais souvent, on a l'impression que ça allait quand on est dans le cœur de la tempête. Et voilà. Et C'est plein ça, d'autres trucs. plein d'autres trucs. Génial. C'est surtout que, en fait, tu proposes des tarifs, enfin, tu pratiques des prix Eh ben, libres, écoute, alors, ça, c'est en cours de réflexion. J'avais lancé d'accord? ça au mois d'avril en termes d'expérimentation. J'ai fait vraiment dans le cadre du mois d'avril, c'était une expérimentation. Je l'ai arrêté au mois d'avril parce que j'avais besoin de prendre le temps de réfléchir à la suite. Parce que, donc, pour expliquer, au mois d'avril, j'ai fait un coaching prix libre pour les abonnés de ma newsletter. Il y avait un passage secret à la fin de la newsletter. Encore une fois, travailler à l'enthousiasme, ça m'a vachement enthousiasmé de créer un passage secret pour des gens dans une newsletter. C'était trop cool. C'était génial.
Et donc, l'idée, c'était que les gens, ils payaient après l'atelier d'écriture en fonction de la valeur que ça leur avait apporté et de leurs moyens aussi. J'avais envie de tester l'expérience parce que, encore une fois, pour moi, c'est hyper important aussi cette question d'égalité des chances. Et du Mhm. coup, ça m'embête. Tu vois, c'est un des trucs qui ça m'embêtait à chaque fois de me dire, il y a peut-être des gens qui n'ont pas les moyens, mais qui en ont besoin, et bref. Mais là, c'est en pause parce que c'est tout nouveau et j'ai besoin de réfléchir à ça. Parce que c'est pas un système que beaucoup de gens proposent. Et donc, ça veut dire qu'il faut réfléchir de son côté, créer de son côté. Après, moi, j'adore. Hein, de toute façon, j'aime trop. Tu vois, j'aime bien les nouveaux concepts, les nouveaux trucs comme ça et essayer des trucs. Mais je ne sais pas si je le referai à l'avenir pour le coaching, mais peut-être plutôt pour les ateliers d'écriture. Mhm. Faire un atelier d'écriture prix libre, tu vois. Mais en tout cas, il y aura du prix libre quelque part à un moment, ça c'est sûr, parce que ça me plaît vraiment de faire ça. Et je me sens alignée, tu vois, on en parlait au début. On C'est un en truc, revient. Ouais. j'arrivais pas à vendre mes services de coaching alors que je savais très bien que, tu vois, je suis compétente. C'est pas une question de compétence, c'est pas une question de... Ouais, c'est pas une question de compétence. Mais j'arrivais pas à trouver la manière de faire. Et à partir du moment où j'ai lancé ce truc-là, ça a été vachement plus fluide pour moi, en fait, parce que c'était aligné. Ouais, c'est ça, je pense qu'on en revient toujours au même point, mais c'est important en fait de rester aligné, et comme tu fais, en fait, de voir si ça marche, si ça marche pas, et comment tu peux évoluer. Et finalement, une fois que tu es aligné avec ce que tu fais, et surtout si c'est l'apport de valeur qui prime plus par rapport, tu vois, même à l'alignement de la liberté, on en parlait tout à l'heure et tout ça, de tes valeurs. Et puis, ouais, comment dire, de proposer quelque chose qui est aligné avec toi-même. Par exemple, je sais que moi, pour les couvertures de livres, je propose des prix qui sont extrêmement bas. 5 euros pour une couverture d'e-book, à partir de Ouais, c'est 40 vrai. euros pour e-book et papier, il n'y a aucun graphiste qui fait ça, ou c'est extrêmement rare, ou peut-être c'est pas des graphistes professionnels. Mais je trouvais que pour les auteurs qui ont des petits budgets, ça correspond plus. Donc j'ai mis un prix qui me convient au niveau temps que j'y passe et tout ça, mais qui est pas trop haut aussi pour que ça reste accessible, quoi. Et, euh, et définir son prix, on en revient au marketing, c'est difficile, mais c'est pas en fait une question de valeur ou de compétence, je pense, c'est plutôt s'autoriser à accepter qu'on a quelque chose à apporter et que finalement les gens qu'on va coacher ou qu'on va aider, c'est pas des personnes qui viennent pour nos connaissances, mais plutôt pour notre manière d'enseigner et le déclic qu'on peut leur donner, quoi. Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Mais tu vois, c'est là aussi où je voulais en venir au début quand je te parlais de marketing et du fait que ça me correspondait pas. Euh, Il y a plein de gens qui l'ont. Enfin, après, je trouve ça vraiment chouette. Hein. Je sais que toi, tu fais des formations et que c'est un truc enfin, tu vois, c'est super cool. Euh, D'ailleurs, faut que je prenne le temps de la regarder. Faut que je fasse comme Nathalie, elle a dit, il faut que je me mette un créneau. Je me suis allée sur la plateforme ce week-end et je me suis connectée et tout. J'ai regardé le déroulé du machin, mais j'ai pas lancé le truc, quoi. Ah! J'ai regardé le déroulé du programme, tu sais. Et, euh, et tu vois, il y a pas mal de gens aussi qui se lancent dans le fait de lancer des formations pour les auteurs, etc. Euh, tu as des formations sur le fait de faire des formations, etc. Mais tu vois, c'est pas forcément comment dire ça? C'est pas forcément un truc qui m'intéresse, tu vois. J'aime bien, j'adore l'enseignement. J'aurais pu être prof, mais je voulais pas être prof dans l'éducation nationale. Euh, je me disperse un peu, je suis désolée. Euh, Mais du coup, j'aime bien enseigner, mais j'avais pas encore trouvé non plus de format qui me convienne, en fait. Et tout ce que je voyais à côté, j'ai essayé de dire, ah, ben, je pourrais faire ça, je pourrais créer une formation. J'ai commencé à faire des déroulés de formation, j'ai plein de trucs à dire sur plein de sujets différents, mais le simple fait de me dire que je vais devoir créer une formation, ça m'intéresse pas, Pas de en blague. fait. Hmm.
Ça ne m'intéresse pas. Je préfère le contact humain, je préfère. Après, c'est plus difficile de transposer ça, tu vois. Toi, tu peux vendre plein de formations, moi, je peux pas vendre mon temps indéfiniment, c'est sûr. Mais j'aime bien ce truc-là pour l'instant. Et du coup, je me voyais pas reproduire un truc qui existe et qui fonctionne déjà, parce que pour moi, ça me correspond pas. Et aujourd'hui, je suis en train de l'accepter, en fait, et de me dire, bah, non, bah, j'ai envie de faire un truc qui me ressemble, comme j'ai pu faire avec les vidéos, comme j'ai pu faire avec le podcast. Je peux tout à fait le faire pour mon business. Un truc qui est aligné, un truc qui est personnel, et c'est en cours de construction. J'ai hâte. Je vous en dirai plus tard. Mais c'est Yeah. en cours de réflexion. Il faut suivre tout ça. C'est en barre d'infos. Ouais. Eh ben, merci Voilà, voilà. beaucoup, Elodie, d'avoir participé au Making of. Et puis, allez voir son travail, participer à ses coachings surtout parce que ça va vous aider. Et puis, lisez son livre parce qu'on est là pour Yes. ça finalement. Et En si tout vous êtes là jusqu'à la fin, mettez avocat en commentaire. cas, bon, allez, avocat. On verra ceux qui sont là jusqu'à la fin de la fin. Les vrais. 2 heures de. Je ne sais pas combien ça fera après le montage, Ouais. mais en tout cas, on est à 2 heures de discussion. Waouh. C'est vraiment Voilà. chouette. Allez. Bye bye. Bye bye. Au revoir tout le monde.